Monsieur le Président, merci de votre accueil dans ce prestigieux club qui a changé d'adresse. J'étais venu il y a très longtemps, mais c'était une autre adresse. D'ailleurs, il y a l'ancien président que je salue aussi, M. Bétan. Et c'est toujours un plaisir de venir dans votre pays parce que j'ai toujours pensé que la Suisse était... c'est pas pour vous flatter, je ne suis pas venu failloter, mais je pense que c'est la seule démocratie qui existe sur Terre, réelle démocratie, puisque vous avez des votations tout le temps et des référendums. Ça ne va pas forcément le rester longtemps, mais pour l'instant, c'est la seule démocratie. Et donc, j'ai toujours un plaisir de venir en tant que démocrate dans ce pays, parce que j'estime qu'ailleurs, on est quand même mieux, bien sûr, que dans un pays totalitaire. En France, on est bien, hein. Attention, il ne faut quand même pas tout mélanger. Mais on est de moins en moins dans une démocratie libérale dans un certain nombre de pays de l'Occident. Ça ne justifie, bien entendu, aucun système illibéral et dictatorial ou autoritaire. Et je voulais aussi dire au début de cette conférence, qui va être liée à la fois au livre et à la situation actuelle, que bien entendu, tout ce que je vais dire ne doit à aucun moment être pris comme quelque chose qui relativise. Quand il y a un agresseur et un agressé, je veux juste dire clairement ma position, il est hors de question de mélanger les genres, d'inverser les rôles ou les responsabilités. Par contre, je pense que le géopolitologue, son rôle n'est pas d'hurler avec les loups ou d'être dans l'émotion, même si l'émotion est tout à fait légitime. Si j'ai un Ukrainien en face de moi, humblement, je vais même peut-être même taire une partie de ce que j'ai envie de dire, parce que je respecte son émotion et je suis conscient qu'un agresseur, c'est pas pareil qu'un agressé. Il faut parler plus près. Mais ceci dit, même si on n'inverse pas les responsabilités, il ne faut pas céder au piège qui consisterait à dire parce que l'émotion est légitime et parce qu'il y a un vrai agressé, un vrai agresseur, on n'aurait plus le droit de s'interroger sur ce qui a permis tout ça, ou même d'utiliser la compréhension de ce qui a permis cela, les responsabilités donc de chacun, y compris de ceux qui protègent l'agressé, parce que ça empêchera de trouver une solution pour pas que ça se reproduise. Et donc, en géopolitique, on n'est pas dans l'émotion et on ne cède pas au chantage moral ou à l'argument d'autorité qui nous fait dire c'est indécent, ça c'est ce qu'on entend chez BHL ou d'autres, c'est indécent en ce moment de rappeler le problème de l'extension de l'OTAN. Et c'est pour ça que je ne vais pas citer les auteurs russes, je ne vais pas citer des stratèges russes, peut-être, ou ça, un ou deux peut-être, mais je vais citer essentiellement des stratèges américains et beaucoup de stratèges américains qui ont été des acteurs de la guerre froide et qui ont été des concepteurs de toutes les théories mises en œuvre américaines qui étaient tournées contre la Russie soviétique. Pour vous montrer que si les plus grands stratèges que je vais citer tout à l'heure, américains, y compris acteurs de la guerre froide, non suspects de russophilie, plutôt même franchement russophobes, si tous, parmi les plus grands, ont alerté sur le danger de l'extension de l'OTAN, qu'on ne nous dise pas une seule seconde, sous prétexte d'argument moral ou d'émotion, que c'est de la propagande poutinienne, puisque, je le répète, c'est les plus grands stratèges américains, et je vais les citer tout à l'heure, qui eux-mêmes, pour ceux qui sont honnêtes, y compris Brzezinski à la fin de sa vie, ont dit que c'était extrêmement dangereux et que l'Occident, avec cette politique d'expansion sans fin de l'OTAN, et de l'OTAN, mais aussi de l'Union européenne vers l'Est, allait forcément avoir des problèmes, puisque quand vous êtes, c'est comme si on avait fait rentrer la Turquie ou l'Irak dans l'Union européenne. Il est certain qu'une Union européenne qui intègre en son sein, ou qui veut intégrer en son sein, des pays extrêmement problématiques, tiraillés, qui n'ont pas encore connu la société du coton, comme nous, qui sont encore capables de faire la guerre très rapidement, avec la moindre étincelle. Quand on fait rentrer des pays comme ça, ou qu'on veut les faire rentrer dans notre dispositif, et qu'en plus, on sait que c'est une ligne rouge absolue, et un casus belli pour l'autre empire d'en face, car nous sommes un empire. Quand on s'étend à l'infini, c'est la définition d'un empire. Alors on est un empire soft, on est un empire démocratique, libéral, bien pensant, politiquement correct, woke, tout ce que vous voulez, merveilleux. Et on donne des leçons de morale au reste de la Terre, parce qu'on est un empire de gentils. On est un empire démocrate, et c'est vrai qu'on est plus en liberté chez nous que dans beaucoup de pays autoritaires. Mais on est un empire quand même. Un empire n'est pas forcément juste un méchant. Un empire, la définition d'un empire, c'est aucune frontière et une extension sans fin. C'est la vraie définition de l'empire. L'empire, ce n'est pas synonyme forcément de carnage ou de crime contre l'humanité, souvent, mais pas toujours. Un empire, c'est essentiellement une entité politique et géopolitique et stratégique qui refuse
parce que justement, elle a une vision cosmopolite ou universaliste ou prosélyte mondiale. Elle refuse par principe toute finitude, toute limite, tout limesse, parce qu'elle a vocation à s'étendre au reste de l'univers. Donc l'universalisme qui devient un cosmopolitisme. Et ça me permet d'introduire justement, vous voyez que c'est déjà lié à l'Ukraine, mais c'est la thèse de mon livre. La thèse de mon livre, elle peut être discutable, et bien sûr, je serais ravi si on en discute, et j'accepte comme tout universitaire la controverse. D'ailleurs, Karl Popper dit que tout ce qui s'affirme, qui n'accepte aucune contradiction, est quelque chose de non scientifique. Donc j'espère qu'il y aura des contradictions. Mais la thèse de mon livre, enfin de notre livre, avec le grand géopolitologue qui a formé d'ailleurs plein de géopolitologues français, Jacques Sopelsa a formé notamment des Boniface, plein d'autres, je ne pourrais pas citer tous les noms. C'est un homme qui a quand même bien connu la guerre froide. Jacques Sopelsa est spécialiste du désarmement et de tout ce qui est prolifération. Et c'est un homme de la guerre froide lui aussi. Et il a été très frappé par ce refus justement de parler de l'argument qui fâche, c'est-à-dire de l'extension de l'OTAN. Et nous avions un chapitre, effectivement, qui abordait non seulement le conflit OTAN-Russie, que nous annonçons, qui peut encore arriver, il n'est pas encore là, le conflit, on n'a rien vu par rapport à ce qui risquerait d'arriver, on n'a absolument rien vu. Là, c'est de la rigolade par rapport à ce qui pourrait arriver s'il n'y a pas des deux côtés une volonté de déconfliction. Et nous annoncions non seulement ce choc de valeurs et ce choc d'intérêts et ce choc stratégique entre l'Occident et la Russie, mais nous avions un chapitre entier sur la guerre interétatique Russie-Ukraine, parce que nous faisons dans ce livre le bilan de toutes les guerres, hein, et notamment des 38 conflits ouverts les plus graves. Et nous constatons dans ce livre, juste avant que cette guerre éclate, qu'on n'a pas beaucoup connu de conflits interétatiques depuis un certain nombre de décennies, et que ces conflits interétatiques, c'est-à-dire pas à l'intérieur d'un pays, des mouvements séparatistes ou des guerres civiles, mais quand deux pays se font la guerre classique, donc avec des chars, avec des bombardements, et des deux côtés, pas comme les Américains en Irak, des deux côtés, un choc. Et nous annoncions le retour des conflits de haute intensité, nous annoncions le futur conflit entre la Turquie, la Grèce, ou la Turquie et Chypre, ou la Turquie et l'Arménie, parce que là, c'est pas fini, on a vu que le Karabakh, 7000 morts, qui sont passés comme une lettre à la poste. Personne n'a parlé des morts arméniens qui ont été déplorés l'an dernier, mais il y a une raison extrêmement évidente, et ce n'est pas pour faire de la polémique, c'est logique. Kipling disait « My country, right or wrong », et il est certain que quand un pays membre de l'OTAN fait un carnage, c'est toujours moins grave que si c'est un pays opposé à l'OTAN. Et c'est normal, quelque part c'est de bonne guerre. Je ne dis même pas que c'est mal moralement, parce que la politique, ce n'est pas le moral, et la géopolitique, ce n'est pas du tout la morale. Donc, je ne suis même pas là pour le juger moralement, ce phénomène. Mais il est certain que quand vous faites des carnages et que vous n'êtes pas membre de l'OTAN, on en tient beaucoup plus compte que si vous êtes membre de l'OTAN. La preuve, les membres de l'OTAN ont quand même fait, si on fait le bilan de la guerre en Irak, je ne savais pas que c'était si horrible, des sources américaines elles-mêmes disent 150 000 morts directs, dont beaucoup d'enfants. Ce n'est pas vrai que les bombes sont intelligentes et elles frappent que les méchants. Et 1 million de morts indirects, pour employer les chiffres les plus raisonnables. 1 million de morts indirects. On ne pouvait plus importer de matériel chimio, on ne pouvait plus importer d'aspirine, on ne pouvait plus importer de lait en poudre. Les enfants n'avaient même plus les nourritures spéciales. J'avais été effrayé en parlant avec des associations humanitaires de la violence de l'embargo en plus des bombes. Et c'est cet Occident-là qui a fait cela, ce carnage en Irak, en violant, pour la seconde guerre en Irak, toutes les règles de l'ONU et du droit international, parce que ce pays a été bombardé dans le cadre totalement illégal. Donc là aussi, Chevènement disait souvent, Chevènement c'était l'ami de mon maître, le général Gallois, à qui est dédié ce livre, le grand stratège français, inventeur de la force de frappe nucléaire français. Bonjour, cher ami. Et Chevènement disait souvent, plus que le moralisme, ce qui est plus important dans la vie privée comme dans la vie collective, c'est l'exemplarité. Et si l'Occident avait été exemplaire, quelque part, ce que disent nos dirigeants européens, qui sont tous dans l'allégresse de ce que j'appelle la zelenskisation des esprits, c'est-à-dire, c'est pas polémique, c'est pas pour se moquer de Zelensky, mais c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire autre chose que les leçons de morale et de vatanguérisme et de belligérance que Zelensky en ce moment. Cette zelenskisation des esprits est assez problématique et elle va à l'encontre de toute analyse de déconfliction, nous le verrons plus tard. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Moi, je respecte beaucoup les Ukrainiens et ce qu'ils vivent est horrible. Et cet homme est incontestablement courageux physiquement. Donc, il ne s'agit pas de le mépriser. Mais est-ce qu'on doit être
forcément dans le diapason et la ligne qui est celle d'un des acteurs clés et qui veut nous emmener dans quelque chose qui ne nous concerne pas forcément. Ça, c'est une vraie question qui peut choquer. Je comprends tout à fait d'ailleurs. S'il y a un Ukrainien dans la salle, je comprends qu'il soit choqué. Mais malheureusement, ce que nous rappelons dans ce livre, en matière de stratégie, c'est que la stratégie et la géopolitique, ce n'est pas la politique et c'est encore moins la morale ou la religion ou le bien et le mal. Il y a des règles très claires en stratégie qu'on apprend à l'école de guerre dans tous les pays. Qu'est-ce qu'un ennemi ? Jamais on apprend dans une école de guerre, ceux qui sont chargés de l'analyse de l'ennemi, c'est les militaires et les stratèges. On apprend dans aucune école de guerre au monde qu'un ennemi, c'est un méchant. Et oui, c'est une idée encore qui choque, mais elle est tellement basique, c'est tellement évident. L'ennemi, ce n'est pas le méchant. L'ennemi, ce n'est pas celui qui fait un carnage ou qui viole les droits de l'homme. Ça, c'est quelqu'un qui est condamnable d'un point de vue de l'ONU, mais l'ONU n'a jamais réussi à empêcher aucun carnage. Quand l'ONU condamne quelque chose, de toute façon, ça n'a jamais rien empêché. L'ONU, en général, envoie des casques bleus quand les corps sont déjà refroidis depuis très longtemps. Donc, mais admettons, un méchant, il doit être condamné moralement. Il doit être condamné du point de vue du droit international s'il a violé le droit international. Mais un État, il ne raisonne pas comme ça. Ça, c'est le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est quelque chose d'assez léger, puisque finalement, in fine, les États souverains, c'est eux qui décident si vraiment ils veulent employer la force et changer les situations et les rapports de force. Le multilatéralisme, c'est bien, puisqu'on discute entre différents pays, on met ensemble un certain nombre de volontés ou de limitations de souveraineté, mais si on veut, mais à un moment ou un autre, l'État souverain, il est seul, et comme disait Jean Baudin, la définition de la souveraineté, c'est qu'il n'y a rien au-dessus. D'ailleurs, un pacte, on peut toujours en sortir. Demain, la France peut quitter, même l'ONU si elle veut, elle peut quitter n'importe quelle organisation. Rien n'oblige un État à être esclave à vie ou membre à vie de aucune organisation internationale. Donc en stratégie, ce qui compte, c'est la souveraineté d'un État. Jusqu'à preuve du contraire, les relations internationales, c'est ce qu'on apprend en première année, elles sont faites par des acteurs souverains qu'on appelle les États. Et les États, ils sont souverains, c'est-à-dire que rien n'est au-dessus de leur souveraineté. Même pas un pacte. Un pacte s'impose à un État, pacta sunt servanda, parce que l'État l'a volontairement décidé, comme un contrat social au niveau international. Mais il peut en sortir. Ça veut dire qu'à un moment, c'est la souveraineté. Et donc, quand on définit l'ennemi, c'est par rapport à sa souveraineté, à sa nation, par rapport à son territoire, sa population et son gouvernement. C'est les trois composantes de tout État, ce qu'on appelle un acteur géopolitique, c'est une entité qui a un territoire à défendre, une population, un gouvernement. Et l'ennemi, ce n'est pas le méchant qui va tuer quelqu'un chez lui, même si c'est tout à fait déplorable, bien sûr, il faut l'en empêcher, bien sûr. Mais l'ennemi, c'est celui qui vient vous tuer chez vous, dans votre baignoire, dans votre salon, sur la terrasse de café, dans votre quartier. Donc c'est un djihadiste, c'est quelqu'un qui agresse l'Ukraine. Effectivement, pour l'Ukrainien, le Russe est incontestablement un ennemi, c'est clair. Peut-être pour la Pologne, peut-être, mais pas pour la France, pas pour la Suisse. La Suisse et la France, par exemple, ou même d'autres pays, n'avaient aucun contentieux direct avec la Russie. Et donc déjà, on mélange tout. Quand on nous dit que la Russie, hier j'étais dans une conférence avec un très bon ami, mais qui lui préside un mouvement européen, et je comprends qu'il parlait comme ça, il disait « la Russie nous a déclaré la guerre », c'est pas vrai. La Russie, attention, on peut le condamner bien sûr, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, pas à la France ni à la Suisse. Et donc ça, je sais que c'est extrêmement choquant, on va me dire c'est indécent, mais c'est quand même la base de la stratégie. L'ennemi, c'est celui qui agresse votre population, pas celle à 1000 km, votre population, votre territoire qui le revendique et qui veut détruire vos institutions. La Russie n'a pas détruit les institutions aujourd'hui des pays de l'Union européenne. Elle n'a pas encore attaqué en tout cas des pays comme la Pologne, même en tout cas, on nous dit qu'elle va le faire, mais elle n'a pas encore fait. Elle a agressé un État qui n'est membre ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne. Donc, ce qu'on apprend en stratégie, dans les premiers cours de l'école de guerre, c'est la menace et l'ennemi. Et comment on définit un ennemi? Ce n'est pas par rapport à la morale ou au droit international, c'est par rapport aux intérêts nationaux. Car, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que disait d'ailleurs George Freeman, très récemment. Si vous allez sur Internet, il y a une vidéo à voir pour comprendre tout ce qui se passe. Une seule. George Freeman, que j'ai envoyé à mon ami Amin, c'est très intéressant. Il parlait au Global Chicago Institute, et c'est un des grands stratèges américains. C'était en 2015, et il annonçait tout ce qui se passe aujourd'hui. Et lui, il disait, moi, je ne connais pas l'acteur européen, pas du tout. Je connais l'acteur roumain, à qui on a envoyé, on a 6 bases américaines et des batteries antimissiles en Roumanie. On connaît l'acteur roumain, on connaît l'acteur polonais, on connaît l'acteur France, l'acteur suisse, mais on ne connaît pas l'Union européenne.
Donc ça, c'est important de rappeler ça. Je sais que c'est le b.a.-ba pour les stratèges, mais l'Union européenne, c'est un acteur inexistant d'un point de vue, pas du droit international, mais d'un point de vue de la stratégie et de la géopolitique. Ce n'est pas un acteur. Kissinger se moquait, quel numéro de téléphone, mais George Freeman, plus récent, d'ailleurs, dans sa vidéo, un peu comme Kissinger, il est quand même moqueur. Hein. Et l'Europe, moi je ne connais pas, un peu comme Joseph de Maistre qui disait, moi je ne connais pas l'homme, je connais les Italiens, mais je ne connais pas l'homme avec un H, je ne connais pas cette abstraction. Ben, lui, il ne connaît pas l'Union européenne, il connaît les acteurs européens. Et il disait, il y a 2 grands acteurs dont il faut se méfier sur le continent européen, et il rappelle la géopolitique anglo-saxonne depuis 2 siècles. Ce n'est pas un truc récent. Hein. Il remonte à Mackinder, sans le citer, mais on voit qu'il fait allusion à la théorie du Heartland de Mackinder, 1904. En 1904, avant même l'existence du communisme, sous la Russie tsariste, le plus grand des stratèges anglais, qui va inspirer tout le courant anglo-saxon et américain par la suite, définit la Russie comme le Heartland. C'est ce que nous expliquons dans tout le chapitre sur la guerre froide, la nouvelle guerre froide dans ce livre. Le Heartland, c'est la Russie, qui représente la plus grosse masse du continent eurasiatique. Alors nous, ça nous paraît débile. L'Eurasie, c'est vrai que c'est un peu absurde. L'Eurasie, ce n'est pas un bloc unique. Il y a de tout dans l'Eurasie. Mais les Américains ont toujours, comme les Anglais, raisonné en Eurasie parce que ce sont des îles. L'île anglaise et l'hyper grande île, au sens figuré, américaine, qui voit le continent comme une masse qui ne doit jamais être unie. Cette masse ne doit jamais être unie. Encore une fois, ce n'est pas la théorie de Danilevski ou de Gerasimov ou de Shoigu. C'est la théorie américaine et anglo-saxonne et anglaise. Donc je ne parle pas du point de vue du russe, ce n'est pas le jeu de Poutine, ce n'est pas le discours, ce n'est pas le narratif de Poutine. C'est ce qu'on apprend dans toutes les écoles de guerre des pays anglo-saxons et c'est l'ADN ou c'est la carte mentale de l'OTAN. Le Heartland russe, qui est la grande masse, ne doit accéder ni à l'ouest ni au sud. Il faut la bloquer de la Baltique à la mer Noire. Et George Friedman, en 2015, dit « Nous devons absolument continuer à ceinturer la Russie, à la bloquer de la Baltique à la mer Noire, à la ceinturer afin qu'elle ne soit plus une puissance européenne. Et il faut éviter à tout prix la pire des configurations pour nous. » Moi, je croyais que c'était la Chine. À mon avis, ça va l'être. Ce sont des gens quand même qui sont formatés avec des idées de la guerre froide. Et pour lui, la pire configuration, ce n'est pas la menace chinoise, même s'il le pense, même s'il l'a dit dans d'autres articles. Dans cette conférence, il dit « La pire des configurations pour nous, ce serait une alliance allemande-russe, germano-russe. » Et le gazoduc Nord Stream 2, tout est lié, on a les cartes dans ce livre et tout un chapitre sur Nord Stream 2. Nord Stream 2 contournait l'Ukraine en passant par la Baltique et permettait une grande stratégie géo-énergétique entre l'Allemagne et la Russie. Et par le gaz, le vieux rêve germano-russe de colonne vertébrale. Parce qu'en fait, l'Europe, il faut la voir comme un mollusque ou un ectoplasme, ou un être maritime sans colonne vertébrale et sans arête, complètement flasque. Si il y a une alliance entre Moscou et Berlin, ça devient une colonne vertébrale, c'est autre chose. Et ce n'est pas d'un point de vue d'un euro-sceptique à la théorie de Dugin. Non, c'est les Américains. Encore une fois, c'est Mackinder, puis c'est Spikeman qui va théoriser l'idée du Rimland. Pour contourner, encercler, maintenir le plus loin possible le Heartland, dans sa plus petite expression, il faut un ceinturage qu'on appelle le Rimland. Donc pendant la guerre froide, toute une série de dispositifs, Union européenne, Turquie qui bloquait le flanc sud, pays du Golfe, OTAS, etc., et jusqu'à l'ASEAN et plein d'organisations. Et ça n'a pas beaucoup changé, on a rajouté l'ANCUS, on a rajouté Guam, mais c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis cette époque. On ceinture le Heartland par le Rimland, donc on empêche la Russie d'accéder aux zones chaudes, on la laisse dans la glace. Bon, les Russes répondent, grâce au réchauffement climatique, on a 6 mois de circulation maritime qui coûte beaucoup moins cher. Bon, ça c'est un peu cynique, mais ce n'est pas entièrement faux. Tant que la Terre n'est pas détruite par le réchauffement climatique, ça se découvre un peu dans le Nord, mais quand même, un empire comme la Russie a toujours été obsédé. Alors c'est peut-être stupide, on peut répondre, c'est stupide ce qu'ils pensent, mais il faut prendre en considération une représentation. En géopolitique, on dit toujours qu'une représentation, c'est une vision du monde, c'est des symboles, c'est de la nation, c'est de l'histoire, c'est de la religion, c'est des croyances, des idéologies. C'est des croyances, si vous voulez. C'est ce que l'on croit être la lecture du monde. Même une représentation la plus folle doit toujours être prise en considération. C'est la base de la géopolitique de l'école française d'Yves Lacoste. Sous-estimer une représentation est très dangereux. Donc je comprends mon ami avec qui je parlais hier, qui préside un grand mouvement européen, qui disait
votre argument ne tient pas. L'Ukraine a le droit d'adhérer à l'OTAN si elle le veut, si le peuple le veut, si le peuple souverain le décide. Je comprends tout à fait cet argument. Il est noble, il est moralement tout à fait acceptable, même juridiquement tout à fait acceptable. Le problème, c'est que parfois, ce qui est acceptable moralement s'oppose au principe de réalité. Et là, c'est un énorme choc. Je ne veux même pas trancher. Il y a ceux qui sont dans une position de conviction, comme dirait Max Weber. Donc, même si on risque un clash global, on ne peut pas accepter qu'un pays ait une sorte de périmètre, d'espace vital, et qui nous dicte qu'on s'arrête là et qu'on ne doit jamais étendre l'OTAN au-delà de la Pologne. Ce n'est pas acceptable. C'est vrai, cet argument est tout à fait légitime. Mais si cet argument, qui est tout à fait légitime, est considéré par la partie d'en face comme un casus belli définitif, d'où l'expression de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui a dit « on est arrivé à un point de non-retour ». On le savait depuis des années, et je vais faire un peu l'historique. Encore une fois, je ne vous parle pas de la vision russe, je parle aussi de ce qu'ont dit Kissinger à propos de la vision russe. Ce n'est pas la vision russe par les Russes, c'est la vision russe telle que les faucons réalistes américains eux-mêmes l'ont vu. Kissinger disait c'est un casus belli, c'est extrêmement dangereux cette politique d'expansion à la fois de l'OTAN et de nos valeurs vers un bloc, une nation qui est peut-être folle, qui est peut-être dans un complexe obsidional, paranoïaque, tout ce on peut dire tous les adjectifs qu'on veut. Mais dès lors qu'un pays qui a 6500 têtes nucléaires et qui a des missiles hypersoniques, certes qu'on n'emploie jamais, normalement le principe c'est le non-emploi, mais puisqu'on nous dit qu'il est fou, quand un tel pays dont on nous dit que le leader est devenu fou, paranoïaque, tout ce que vous voulez, parce qu'on aime bien psychiatriser tout, les djihadistes c'est pareil, d'ailleurs ils ne sont jamais responsables, ils sont toujours fous. En Occident, on est devenu comme les soviets sous la guerre froide, c'est-à-dire c'est clinique, c'est toujours clinique. L'ennemi, c'est un type qui a un problème psychiatrique tout le temps. Malheureusement, ce n'est pas forcément exactement ça. On a un bloc qui pense, comme a dit Kissinger, le grand diplomate de la guerre froide, comme a dit aussi Zbigniew Brzezinski, que j'ai cité tout à l'heure, un des plus grands stratèges, certes ultra connu, il y en a d'autres, qui a écrit le grand chessboard, le grand échiquier. Qu'est-ce que dit Brzezinski dans le grand échiquier? Il dit tout ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'il a une vision russophobe d'encerclement de la Russie. Et pourtant, ce russophobe d'origine polonaise très remonté contre la Russie, c'était son obsession. À la fin de sa vie, Kissinger reconnaît que c'était une erreur, et il dit ça va être très grave, l'extension de l'OTAN et l'exportation de notre modèle, parce que ça va avec. Quand l'OTAN va quelque part, en général, l'Union européenne suit, et les valeurs libérales, libertaires de cet Occident consumériste suivent. Alors certes, peut-être que pour nous, ce sont des valeurs fantastiques, même les valeurs woke, on n'est pas là pour juger, admettons. Mais pour un certain nombre de civilisations, c'est l'horreur absolue. Nos valeurs libérales, libertaires, et c'est la thèse de mon livre, je sais qu'elle est choquante, la thèse de mon livre, c'est de dire peut-être que ces valeurs, ce sont les meilleures pour nous. On n'est même pas capable de les défendre dans nos quartiers islamisés. On n'arrive pas à défendre les valeurs libérales, libertaires, woke, voire LGBT ou tout ce que vous voulez, les plus libérales, libertaires possibles. On n'arrive plus à les défendre dans nos quartiers où des islamistes ont fait régresser le statut des femmes, qui ont peur d'être en mini-jupe. Maintenant, dans les RER autour de Paris, elles se mettent en survêtement, difformes, parce que si elles montrent un peu leur forme, elles vont au boulot, la peur au ventre. Donc on n'arrive pas à exporter. C'est un drôle d'Occident qui a des valeurs libertaires, libérales, féministes, progressistes, merveilleuses, ok, qu'elle n'est pas capable de faire respecter dans les quartiers prolétarisés, puisque finalement nos élites s'en fichent, c'est pas dans leur quartier à eux que tout cela se passe. Alors on n'arrive pas à développer ces valeurs dans nos quartiers, mais on veut les imposer aux Afghans, aux Égyptiens. Un exemple, et encore une fois, je ne veux pas douter de sa sincérité, quand M. Macron, la première fois, a rencontré El-Sisi en Égypte, et ça s'est très mal passé, il était peut-être sincère, je ne veux pas le juger moralement, mais c'était un choc de valeurs. Il a demandé, une des premières questions qu'il a demandé à El-Sisi, quelle est la situation des LGBT en Égypte. Alors, il n'y a rien de mal en soi, du point de vue des valeurs libérales, libertaires, occidentales. Mais imaginez le choc de valeurs. Un président égyptien, plutôt un peu le Poutine arabe, hein, on lui parle de nos valeurs libérales, libertaires. Parce que pour nous, c'est évident que la première chose qu'il faut demander aux Égyptiens, ce n'est pas s'ils ont assez à manger, c'est si les valeurs woke sont respectées en Égypte. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est ce qui s'est passé. Et le président reste calme, mais il lui répond, vous savez, la première préoccupation des Égyptiens en ce moment, ce n'est pas vraiment les questions sociétales. Il est resté poli, parce qu'il voit qu'il a affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout effectivement les mêmes visions.
Là, on avait un choc de valeurs qui s'est passé gentiment, mais c'est ça l'Occident aujourd'hui. L'Occident ne se rend même plus compte qu'il y a des sociétés, des civilisations qui peuvent non seulement ne pas avoir les mêmes valeurs, mais juger les nôtres aussi dangereuses que nous voyons la charia. Je sais que on va presque m'accuser de relativisme. Je ne suis pas heureux de mélanger les deux, bien entendu. Je vous parle juste en géopolitologue qui veut voir ce qu'il y a dans le cerveau des autres. Pour certaines civilisations, nos valeurs libérales libertaires sont aussi dangereuses que la charia l'est pour nous, libéraux libertaires. Je me place du côté des libéraux. Donc la charia, c'est l'antithèse. Eh bien, nos valeurs libérales libertaires, pour une société hindouiste de M. Modi en Inde, qui veut rétablir l'Hindutva, c'est cette idéologie, en gros, intégriste, nationaliste, hindouiste. Une Inde hindouiste avec des valeurs foncièrement holistes, anti-individualistes, qui n'ont l'opposé total de l'individualisme occidental. Pour l'Inde de Modi, nos valeurs sont un poison, un danger absolu. Pour la Chine, holiste également, confucéo-néo-maoïste, nos valeurs sont un poison et un danger absolu. Et pour la Russie de Poutine, qu'on le veuille ou non, qui fut très occidentale dans les années Helsinki et qui s'est renationalisée, qui s'est re-orthodoxisée. Alors attention, je ne suis pas dupe, hein. Beaucoup d'orthodoxes en Russie, c'est un peu du folklore, surtout pour les dirigeants. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnalités en Russie pendant toutes les années où je m'occupais de ce dossier. J'ai bien vu qu'il y en a, ils n'étaient pas plus orthodoxes que vous et moi. Mais ce qui compte, c'est les représentations. C'est que c'est devenu une idéologie d'État, c'est devenu une valeur fondamentale, et même si les gens ne vont pas plus à la messe que chez nous, c'est devenu une idéologie qui fait sens et qui donne corps à cette nation et qui remplace le marxisme-léniniste. Donc, peu importe que ça soit vrai ou faux, que les dirigeants soient sincères ou pas, parce qu'un jour, je racontais à quelqu'un que j'ai rencontré le confesseur de M. Poutine, qui est un drôle de personnage, M. le père Tikhon, qui m'a beaucoup impressionné parce que la violence de ses propos, c'est l'homme qui souffle aux oreilles du patriarche. C'est pas n'importe qui, c'est un homme extrêmement célèbre qui écrit des livres. M. Bétan doit le connaître. Il écrit des livres à des millions d'exemplaires. Le père Tikhon, c'est pas le Raspoutine, mais c'est le Saint Bernard. Vous savez, Saint Bernard soufflait à l'oreille du pape. Lui, il souffle à l'oreille du patriarche. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important. Poutine se présente comme celui qui se confesse au père Tikhon. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine influence, en tout cas dans l'idéologie religieuse de la Nouvelle-Russie. Il a comparé l'Occident à un poison vivant, un virus mortellement dangereux. Je ne vous dirai même pas les mots qui ont été employés, parce que c'était des mots qu'on retrouve dans la Bible. Vous imaginez, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, ce qui arrive aux villes. Donc c'était apocalyptique, une vision de notre Occident comme c'était encore plus violent que certaines analyses de l'Occident dans la bouche des islamistes. Alors c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, et je comprends qu'on me réponde, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Qu'il faudrait être d'accord avec eux? Bien sûr que non. Mais on ne peut pas nier que plusieurs civilisations, le monde de l'islam, en tout cas les pays qui sont pour la charia, le monde de l'islam, en tout cas parmi les pays musulmans, ceux qui sont pour un retour à la charia. Deuxièmement, l'Inde de Modi, qui s'est abstenue aussi, qui n'a pas voté les sanctions contre la Russie, mais également la Russie, la Turquie d'Erdogan également, qui veut un nouvel empire fondé sur les valeurs islamiques néo-ottomanes. On a un certain nombre d'empires, mais aussi on pourrait parler de l'empire iranien néo-chiito-impérial, etc. On a des empires, des grandes puissances qui renaissent, qui se réveillent, qui raisonnent différemment et qui voient les valeurs de l'Occident libéral libertaire comme pire qu'un poison, un ennemi idéologique, une menace idéologique aussi grave qu'une menace stratégique. Et le nier ne servira à rien. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver ça abject. Et je comprends un universaliste qui me répond, mais quand même, le droit des femmes, ça mérite qu'on aille se battre en Afghanistan pour que les femmes puissent se dévoiler. Mais déjà, il faudrait réussir à dévoiler celles de nos quartiers qui sont obligés de porter le voile. Si on n'y arrive pas dans notre propre quartier, ça rappelle l'expression de Nasser, il répond aux frères musulmans, vous n'arrivez pas à voiler votre fille, vous voulez voiler. Ben moi je dirais, avant de vouloir imposer nos valeurs libérales, libertaires à des sociétés chariatiques, il faudrait déjà peut-être préserver nos valeurs dans nos quartiers. Donc cet Occident est complètement paradoxal, il permet chez lui des idéologies comme le wokisme, la déblanchisation, les indigénistes, les islamistes de l'espèce la plus radicale, totalement opposés à nos idées chez nous, mais il veut quand même imposer ses idées, parfois d'ailleurs avec la guerre, ce qui est assez contradictoire, parce que
quand on a voulu respecter les droits de l'homme en Irak en massacrant 1 million de personnes sur 13 ans, avec des bombardements et des embargos, ou quand on a détruit l'ex-Yougoslavie qui ne nous avait pas agressés, et pour faire un État mafieux qui s'appelle le Kosovo, qui est aujourd'hui l'État mafieux le plus structuré au monde. Hein. S'il y a un État mafieux, après le Mexique, c'est le Kosovo. On n'est même pas exemplaire. Donc malheureusement, ça ne justifie rien, mais tout ce passif, on pourrait rajouter bien sûr les guerres en Libye, on pourrait rajouter les révolutions de velours, qui incarnent ce choc dont je parlais. Les révolutions de velours, il y a beaucoup de gens très sincères qui ont œuvré à ces révolutions de velours. Je parle beaucoup dans ce livre et dans d'autres de Gene Sharp. Je ne sais pas si vous connaissez Gene Sharp. C'est un homme extrêmement important intellectuellement. C'est un ancien intellectuel d'extrême gauche américain, un peu comme Noam Chomsky, qui était fils de pasteur. Et son gauchisme et son côté protestant moraliste l'a fait devenir un apôtre des révolutions par action civile et des techniques de déstabilisation de dictature par des méthodes non militaires, parce qu'il était contre la guerre du Vietnam. Il a voulu montrer qu'on pouvait faire la guerre autrement que par la guerre. Il est devenu l'homme qui a formé Solidarnosc pendant la guerre froide. Il a formé ensuite Otpor en Serbie, qui ont mieux réussi à faire envoyer à la haie Milosevic que les bombes de l'OTAN. 3 mois de bombardement de l'OTAN ont maintenu Milosevic. La révolution de Otpor, formée par M. Albert Einstein avec des techniques de communication, d'embrigadement des jeunes, de séduction, de musique, de couleurs, etc. C'était l'ancêtre des révolutions de couleur. Il a réussi à faire tomber Milosevic par des manifestants désarmés qui avaient très peu d'argent. Les révolutions de Otpor ensuite ont essaimé avec Khmara et avec la révolution à la fois en Géorgie et en Ukraine. Et on arrive à la source du problème actuel, 2004-2005. L'Amérique, qui est bien meilleure en soft power qu'en hard power, elle perd toutes ses guerres. En fait, ces guerres, elles ne sont faites que pour faire de la publicité pour ses armes, qu'elle vend très bien. Ce qu'elle fait en ce moment, d'ailleurs, avec l'augmentation des budgets militaires en Europe. Mais par contre, l'Amérique est très, très douée dans l'empire cognitif. L'empire cognitif, c'est beaucoup plus efficace que l'empire territorial. On n'annexe aucun empire. Et je reviens au discours de George Friedman. Que dit George Friedman dans son discours à la Global Chicago Foundation? Il dit il faut utiliser notre soft power et surtout pas annexer territorialement un pays. Ça ne marche pas. Aucun empire ne survit à une occupation humaine régulière et longue. Il cite les Anglais en Inde, qui n'ont presque pas colonisé, qui ont formé des décolonisés, en fait. Les Anglais ont formé des agents à eux, qui se sont d'ailleurs opposés les uns les autres. Friedman mentionne la guerre en Irak et en Iran-Irak. Il dit « Notre empire ne doit annexer aucun territoire, mais il doit se faire battre entre eux tous ceux qui pourraient contribuer à une alliance anti-hégémonique. » C'est intéressant. Donc il dit, il faut exciter, comme on l'a fait pendant la guerre froide, en armant les deux camps, iraniens contre irakiens. Il faut exciter d'ailleurs Russes contre Allemands. Et là, il vient à la situation actuelle, et il dit, et depuis 2005, on a très bien fait, en renversant les représentations des Ukrainiens, on a fait devenir les Ukrainiens plus anti-russes qu'ils ne l'étaient, par la séduction, le soft power, l'argent. Et c'est vrai que quand on sait que l'Ukraine est encore plus pauvre que la Russie, l'Ukrainien pauvre est beaucoup plus pauvre que le Russe pauvre. C'est un pays qui a une très 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 grande misère, en plus d'une énorme corruption. C'est très facile, un pays qui est dans une telle misère, on est plus pauvre en Ukraine qu'au Maroc. Et on comprend toute la corruption aussi qu'il y a en Ukraine. Donc c'est très facile, un pays qui est extrêmement pauvre, mais en même temps qui est éduqué. Il ressemble à des Européens et des Occidentaux, ils ont autant de diplômes, voire mieux, ils sont mieux cultivés. Le slave moyen est beaucoup mieux cultivé que l'américain moyen, enfin c'est même pas comparable. Donc ils nous ressemblent, ils sont mieux cultivés que nous, ils rêvent de venir chez nous, mais ils vivent avec un niveau de vie équivalent au Sénégal, même pas au Maroc. Et donc une telle population, c'est très facile de la retourner avec l'Eldorado, si vous intégrez un jour l'OTAN et l'Union européenne, et si vous adaptez notre système libéral, libertaire, vous aurez la prospérité. Et c'est comme ça qu'on a fait devenir, entre 2005 et 2014, les Ukrainiens qui étaient 50-50, ils étaient partagés. Ils avaient tantôt des dirigeants pro-russes, russo-sceptiques, ils étaient assez partagés. On parle très largement russe, y compris à Kiev jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui parlent ukrainien ont tous un accent russe, la plupart, à part l'Ouest. Donc c'est un pays qui n'est pas du tout anti-russe, c'est beaucoup plus complexe, il est très enchevêtré, etc. Mais tout le soft power américain va consister à faire changer les représentations, un peu comme en Catalogne. Il y avait 20% d'anti-Madrid. Monsieur Delbaï, j'ai un homonyme, connaît bien la Catalogne aussi. Il y avait 20% de pro-catalans en 1990. Aujourd'hui, plus de 50%. 30% de parts de marché gagnées en 30 ans. C'est extraordinaire, c'est pas mal quand même. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Des acteurs sociaux bien formés, des manipulateurs, des séducteurs, des professeurs, des intellectuels, des journalistes ont changé les représentations. Ils ont bourré le crâne des jeunes en prenant le contrôle des écoles et des médias, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre ni les juges, ils n'avaient pas non plus la fiscalité, ils avaient les médias et la culture. Par la culture et les médias, ils ont changé les représentations. Et qu'est-ce qui se passe en 2014 ? Depuis 2005, les Américains ont dépensé minimum 5 milliards de dollars juste pour la culture, les ONG pro-occidentales, pour rendre pro-occidental. Et c'est vrai qu'avec tant d'argent pour un pays très pauvre, on achète facilement des groupes d'étudiants qui ensuite font des manifs. Si par malheur, il y en a un qui reçoit un coup de matraque, ça suscite l'empathie et ça fait baisser. Ce que dit Gene Sharp, d'ailleurs, c'est très intéressant. Dans son manuel de la dictature à la démocratie, il dit « Poussez l'ennemi à l'erreur. Faites-lui commettre une faute. La force n'est pas votre force, c'est la force de votre ennemi, votre force. Vous, faites toujours le pacifique, le gentil. Poussez celui qui a plus de force que vous à l'utiliser pour l'accuser, parce que nous, dans la société judéo-chrétienne, c'est toujours le plus fort qui a tort, même si c'est le plus faible qui a cherché. Et donc, pousser l'ennemi à l'erreur, en fait, c'est un peu le syndrome kosovar. Pareil, les Kosovars avaient fait pareil, ils cherchaient tellement les Serbes que les Serbes ont répondu, et ensuite les Kosovars ont appelé à la rescousse les Américains qui ont détruit la Yougoslavie. Donc c'est un phénomène très connu, et Gene Sharp l'a théorisé. Il s'inspire d'ailleurs de La Boétie, le grand auteur français, Discours sur la servitude volontaire. Il dit, si le secret du pouvoir, c'est la servitude volontaire, tout est un problème de loyauté. Toute notre action de révolution pacifique va consister à faire diminuer la loyauté d'un peuple envers ses dirigeants. Comment ? En salissant, discréditant et poussant les dirigeants à l'erreur. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou mon interprétation, c'est l'ADN de la fondation Albert Einstein, qui est la fondation qui a été nommée ainsi par monsieur Gene Sharp. Et Gene Sharp, vous savez, c'est lui qui a créé cette fondation avec le symbole du point comme ça. Vous retrouvez ce point dans la révolution en Serbie, vous la retrouvez en Géorgie, vous la retrouvez en Ukraine, vous la retrouvez au Kirghizistan, vous la retrouvez au Kazakhstan, dans tous les pays de l'Est où il y a eu des ONG, mais aussi des associations proches du département d'État, ou Canvas, ou Voice of America, ou plein d'organisations privées, publiques, parapubliques, en tout cas américaines. Elles ont toutes utilisé la méthode Gene Sharp, qui a d'ailleurs formé, y compris les théoriciens des révolutions arabes. J'ai rencontré il y a quelques années, pendant le printemps arabe, Lina Benhani, qui était l'initiatrice de la révolution du jasmin en Tunisie. Et je croyais que mon système était un peu exagéré. Je lui dis, elle me dit qu'elle a fait un stage de formation avec des Américains et des Suédois pour apprendre des techniques de déstabilisation du pouvoir en place. Je lui dis, tu n'as quand même pas été formé par la fondation Albert Einstein. Si, absolument. J'ai fait 2 stages, un en Suède et un au Maroc. C'était des formateurs américains qui nous apprenaient cryptage, décryptage, comment on manifeste, comment on choisit une couleur, une musique pour sensibiliser. Et en fait, Gene Sharp a réuni des spécialistes de la programmation neurolinguistique et des anciens militaires et des universitaires spécialistes de psychologie pour faire ce kit, ce mode d'emploi. C'est génial. Ça s'appelle de la dictature à la révolution. Et donc, certes, pour nous, c'était juste répandre la démocratie, donc c'est absolument fantastique. Mais pour celui qui est à côté, il sait très bien à quoi on veut en venir. C'est beaucoup mieux qu'une guerre militaire. On retourne une population contre ses propres valeurs, contre sa propre civilisation. On la rend hostile à son voisin, de sorte qu'à un moment, il y a eu la fameuse révolution de 2010, et là, l'Occident ne veut pas le voir aujourd'hui, mais ce qui s'est passé, ce n'est pas un jugement. J'en parlais même récemment avec quelqu'un en France qui est extrêmement connu, je ne vais pas dire son nom, il m'a dit de ne pas le dire, mais il était à la révolution de l'Euromaïdan donc en 2014, et il m'a dit, dans la propagande russe, certes c'est une propagande grossière, très soviète, traiter les gens de fachos, c'est connu, c'est les soviets qui ont inventé ça, mais il me disait, il y a une part de vrai. En 2010, on avait un dirigeant élu, qui était plutôt, pas pro-russe, il était assez neutre d'ailleurs, il voulait des bons rapports avec l'Occident et la Russie, Yanukovych, élu, et il a été défait dans son pouvoir par une manifestation, et là aujourd'hui c'est sourcé, plus personne d'honnête peut le nier. Alors je sais que c'est la mode de le nier, mais on le sait, les gens qui ont fait le coup de force en 2014 dans la révolution de l'Euromaïdan, il y avait une majorité, je dis bien une majorité, je ne le croyais pas au début, je pensais vraiment que c'était la propagande poutinienne, une majorité de néo-nazis, du mouvement Pravi Sektor, Svoboda, et ensuite les légions Azov qui maintenant se battent à Mariupol, etc. Et
Renaud Girard, le grand reporter français, qui n'est pas spécialement pro-Poutine, me disait qu'il y était. Et quand il y a eu enfin une petite réconciliation, les Occidentaux et les Russes ont parlé, on a trouvé un accord pour essayer de calmer les choses. Et c'est un leader nazi très connu qui a déchiré l'accord en 1000 morceaux. Et les Occidentaux, c'est cet accord qui prévoyait d'ailleurs, qui était l'ancêtre des accords de Minsk, qui prévoyait en gros autonomie pour le Donbass, la langue russe respectée, échange de prisonniers, c'était l'ancêtre de Minsk. On sait que donc des mouvements nazifiants ont empêché un homme élu démocratiquement de rester au pouvoir. Il a dû fuir, et quand il était à Kharkov, pourtant c'est reste l'Ukraine, alors que la Constitution n'a jamais écrit ça, on a décrété que c'était une haute trahison et il a été destitué par un Parlement qui avait été pris en fait par des militants extrémistes, pour employer un euphémisme, puisque c'était une grande majorité de mouvements d'extrême droite. Certes, ce qui est vrai dans le narratif ukrainien, c'est que ces militants d'extrême droite aujourd'hui pèsent 1 ou 2% au Parlement, et encore ils ont perdu, je crois, leur dernière députée. Mais en fait, j'ai appris comment ça s'est passé, la plupart se sont fondus dans des partis tout à fait respectables. Mais l'Ukraine reste un pays dont la légitimité actuelle, que je ne nie pas, elle est quand même venue en 2014 par le soutien de la part de l'Occident à des putschistes qui ont renversé par un coup de force un président élu. Donc comment voulez-vous, c'est ça le problème de la mondialisation dangereuse. Qu'est-ce que c'est? L'Occident a confondu mondialisation, qui est un phénomène d'échange, toi tu connais bien ça parce que tu es trader, hein, les échanges. Les échanges, ça a toujours existé depuis Venise, depuis la route de la soie. La mondialisation, bien sûr que ça existe, et ça a du bon. Mais l'Occident fait croire que la mondialisation, c'est le mondialisme. L'Occident est prosélyte, universaliste. Il a une lecture prosélyte, universaliste de la mondialisation, et il fait croire qu'être dans la mondialisation, donc dans les échanges et la technologie, c'est forcément être pour un modèle libéral, libertaire, universaire qu'il faut répandre partout. Et c'est dans ce contexte qu'on a fait toutes ces révolutions de velours, mais aussi le printemps arabe, qui ont déstabilisé une grande partie de l'humanité, parce qu'on a vu les résultats du printemps arabe, qui étaient également manipulés par l'administration démocrate Obama à l'époque, qui d'ailleurs était très content que dans ces révolutions arabes, les bénéficiaires étaient les frères musulmans, ce qui est assez extraordinaire, comme de la part, les mêmes qui défendent le wokisme sont les apôtres des frères musulmans. Alors un jour, peut-être que quelqu'un arrivera à m'expliquer la logique ou la cohérence interne de ça, mais je n'ai pas encore compris. Je ne dois pas être assez intelligent. Donc voilà, pour revenir à la situation actuelle, 2015, le discours de George Friedman, qui dit qu'il faut absolument empêcher toute alliance germano-russe, eh bien, c'était Nord Stream 2. Rappelez-vous, Nord Stream 2, c'était la phobie de l'administration Obama, la phobie de l'administration Trump et la phobie de l'administration Biden. C'est une continuité, c'est de la haute géopolitique, c'est pas épidermique, parce que Nord Stream 2, ça permettait de souder l'Allemagne et la Russie avec une relation de dépendance. Et c'est vrai que les Russes avaient les moyens d'acheter des hommes politiques européens, mais enfin, il n'y a pas que. Si on devait faire la liste de tous les hommes politiques européens achetés par des puissances étrangères, mon amie Lida, elle le sait, alors il y en a pas mal, y compris dans mon ancien parti. On voit que moi, je ne vois que ça, pratiquement. Donc, malheureusement, c'est assez facile d'acheter un occidental, c'est vrai. D'ailleurs, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui font des blagues là-dessus. Un occidental, ça s'achète très, très, très facilement. Hein. Bon. Donc, notre moralisme, parfois, devrait être un petit peu tempéré, mais ce qui est certain, c'est que ce Nord Stream 2 était absolument insupportable parce qu'en plus, il évitait le territoire problématique de l'Ukraine et il rendait un oléoduc qui était moins logique économiquement, mais qui était beaucoup plus viable parce que les spécialistes de l'énergie le savent, un oléoduc ou un gazoduc, il n'y a pas que le coût pur, parce qu'il y a des tracés parfois qui sont moins chers. Par exemple, la Tchétchénie, c'était un des tracés pour le pétrole russe, mais un tracé hautement problématique. À un moment, il était question de le contourner. Et d'ailleurs, les Russes ont fini par faire une bretelle pour éviter la partie la plus problématique, où il y avait tout le temps des pillages, etc. Donc un oléoduc, parfois, on préfère, ou un gazoduc, on préfère en faire un qui est un peu plus cher, mais qui va être plus sûr ou qui va être politiquement compatible. Parce qu'on ne veut pas passer sur un pays où on veut absolument passer sur un pays. Les Américains voudraient que l'Ukraine reste un lieu de passage, et les Ukrainiens aussi, parce qu'ils touchent des royalties. D'ailleurs, à ce propos, petite information intéressante, au moment où Zelensky exige que Nestlé quitte la Russie, que Renault quitte, et il obtient à chaque fois, il est quand même il est très fort, hein. Il est très fort parce qu'il obtient tout ce qu'il veut. Au moment où on retire nos entreprises de Russie, parce que ce serait horrible de recevoir un sou des Russes, les Ukrainiens continuent à toucher toutes les royalties que les Russes leur donnent pour faire passer, parce qu'il y a encore du pétrole et du gaz
russe qui passe en Ukraine. Et aujourd'hui, les Ukrainiens se font pas mal d'argent avec les royalties, puisque leur pays est un lieu de passage. Donc ça c'est encore aussi une contradiction assez intéressante. Bref, pour arriver à la situation actuelle, tout a été fait pour pousser les Russes à commettre une erreur. Ce n'est pas du complotisme, je ne dis pas que j'en suis certain, mais si même George Friedman, dans sa conférence de 2015, dit, parce que je ne vous ai pas dit tout ce qu'il a dit, dans sa conférence, il dit qu'il ne connaît pas l'Europe, il ne connaît que des acteurs étatiques, et il dit, l'idéal, c'est quand même quand les gens qui pourraient s'unir et défier notre puissance s'entretuent entre eux. Et il dit, je ne dis pas qu'il faudrait une guerre horrible en Europe avec un carnage type Seconde Guerre mondiale, mais il dit quand même la fin de la paix et des bonnes petites guerres. Et d'ailleurs, il a un sourire, un cynisme extraordinaire. La vidéo s'appelle d'ailleurs, c'est cynique de le dire, un truc comme ça, vous allez retrouver George Friedman, Chicago Global Institute. Et donc il préconise qu'une bonne petite guerre qui opposerait les Russes aux Ukrainiens, ce serait peut-être pas mal, et un soutien aux pays les plus russophobes. Et il montre une carte des pays qui ceinture la Russie, un pays qui a un complexe occidional. Quand un pays est complètement obsédé par l'accès aux mers chaudes, il est complètement obsédé par son complexe d'encerclement, si vous l'encerclez, vous connaissez le résultat. Surtout s'il est puissant, et surtout si ce n'est pas un gentil. Ce n'est pas un nounours. Et donc, ça veut dire que l'Occident sait parfaitement ce qu'il a fait. L'extension de l'OTAN, et je conclurai là-dessus, parce qu'après, on va débattre, mais l'extension de l'OTAN est problématique, on l'a vu. Kissinger l'a reconnu, noir sur blanc, mais pas uniquement Kissinger et Brzezinski, pas uniquement John Mearsheimer, le grand stratège actuel de l'école qu'on appelle néo-réaliste offensif, un ponte très, très connu. Lui aussi a reconnu il a même dit que c'était une erreur absolue qui entraînerait la guerre. Et comme Kissinger, il dit que c'est une des plus grandes fautes de l'Occident et des États-Unis. Mais mieux, George Kennan, l'homme qui a conçu le containment, la doctrine de l'endiguement, George Kennan, vous pouvez vérifier, à la fin de sa vie, ça a été rapporté par des journaux américains et aussi par de nombreux témoins comme Vladimir Fedorovski, qui était avec Gorbatchev à l'époque. George Kennan, à la fin de sa vie, lui-même, l'homme qui a conçu toute la politique d'endiguement de la Russie soviétique, il dit « La plus grande erreur stratégique des États-Unis serait de continuer l'extension vers l'Est, qui va susciter deux choses incontrôlables, une guerre avec la Russie, et en Russie, ça va réveiller les tendances les plus anti-occidentales et les plus antidémocratiques et les plus autoritaires. » Et il le disait bien avant le virage autoritaire, parce que Poutine, vous savez, il y a eu au moins 3 Poutines. Il y a eu le Poutine KGB, ex-service, etc. Il y a eu le Poutine ultralibéral. On n'en parle jamais, parce qu'en Occident, on n'aime pas dire ce qui dérange la doxa. Alors que c'est dommage, la science devrait nous obliger quand même à dire les choses telles qu'elles sont. Poutine II, après avoir été un agent certes soviète, comme plein d'autres personnes d'ailleurs, même en Roumanie, même en Pologne, il y a plein d'anciens agents communistes, la plupart d'ailleurs, ou pro-communistes. Mais donc Poutine, après le Poutine I, on a eu un Poutine de Saint-Pétersbourg, qui était le disciple d'Anatoly Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était le chef de file, tenez-vous bien, de l'école des libéraux pro-occidentaux. Poutine commence sa carrière politique lorsqu'il est aux affaires internationales de la mairie de Saint-Pétersbourg, dans les années 90 et 2000. Il commence sa carrière politique avec les politiques du clan le plus libéral, le plus pro-occidental. Il est pour l'OTAN et il est pour le rapprochement avec l'Union européenne, voire un jour une fusion et une organisation de sécurité collective pro-occidentale. Quand il arrive au pouvoir en 2000, il propose une alliance très importante avec l'Occident, notamment contre la menace islamiste en Afghanistan. Il acceptera même des bases américaines aux portes de l'étranger russe, ce qui est assez stupéfiant en Asie centrale. Il est le premier à téléphoner le 11 septembre 2001. Il est tout fier d'avoir été plusieurs fois rencontrer George Bush, fils, dans son ranch. Et Pierre Laurin va écrire un livre à l'époque où il parle de panoccidentalisme. Il y a un moment très court, entre 2000 et 2003, où un héritier d'une école politique qui était pro-occidentale veut un véritable reset avec l'Occident. Qu'est-ce qui se passe? Guerre en Irak, une agression directe contre un allié stratégique de la Russie. Révolution de velours un an plus tard, 2004, où on déstabilise tous les États pro-russes en essayant de mettre à la place de dirigeants pro-russes des pro-occidentaux. C'est peut-être très bien du point de vue pro-occidental, mais rappelez-vous ce que dit le saint Bouddha. Rien n'est possible sans réaction. On ne peut pas faire un acte sans anticiper
la réaction à cet acte. Toute action a une réaction. On ne peut pas vouloir une chose, mais ne pas assumer ses conséquences. C'est comme si vous insultez quelqu'un un peu menaçant dans la rue. Il ne faut pas s'étonner s'il y a une conséquence. Alors, je ne donne pas toujours raison à celui qui frappe l'autre, bien entendu, mais l'idéal, quand même, c'est de ne pas provoquer celui qui peut être dangereux pour vous. Et de ne pas provoquer du tout. Donc, l'Occident, comme le dit George Friedman, encore une fois, je ne cite pas les auteurs russes. George Friedman, en 2015, dit « c'est une provocation ». Et John Mearsheimer, le grand stratège de l'école réaliste offensif, il dit « nous avons provoqué gravement la Russie, car pour elle, répandre nos valeurs, notre système, l'OTAN et l'Union européenne en Ukraine, même si on ne l'avait pas encore tout à fait, on ne l'avait pas acté, mais le fait même de donner cet espoir, comme ça a été le cas au fameux sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, rappelez-vous, eh bien, il dit c'est une provocation parce que c'est une menace existentielle. Quand un stratège dit que quelque chose est une menace existentielle, et il ne le dit pas en critiquant, il reconnaît que ce que nous avons fait en travaillant le flanc ukrainien de l'étranger proche russe, il dit c'est une menace existentielle que nous avons incarnée et une provocation grave de conséquences qui peut avoir des conséquences d'ailleurs incontrôlables. C'est le plus grand stratège américain aujourd'hui qui le dit. Il n'y a pas que lui. Un autre extrêmement grand stratège américain, Edward Luttwak, était contre l'extension de l'OTAN vers l'Est. Et on en a plein d'autres. Donc vous voyez, George Kennan, Kissinger, Mearsheimer, ça fait quand même, et George Kennan, ça fait quand même, c'est très intéressant. Et de l'autre côté, celui qui est pour cette stratégie, donc vous voyez, ceux qui sont contre cette stratégie, qui la déplorent, le reconnaissent, ils sont américains, mais même ceux qui sont pour cette stratégie, l'avouent carrément, parce qu'il faut absolument empêcher une alliance continentale. Alors, ma conclusion, c'est que rien ne justifie ce qu'a fait la Russie. J'en parlais à une personnalité russe tout à l'heure. C'est triste pour tout le monde, c'est triste pour la Russie, c'est triste pour l'Union européenne, c'est triste pour l'Occident. C'est un peu moins triste pour les Américains parce qu'ils l'ont beaucoup cherché et ils ont beaucoup préparé cette chose. Et s'ils avaient voulu pousser la Russie à faire ça, ils n'auraient rien changé de tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans. Extension d'un empire vers l'Est, ne jamais prendre en considération les avertissements de Poutine en 2004, en 2008, en 2007, la fameuse conférence de Munich, etc. Et ensuite en 2014, et en 2015, et en 2021, sans parler du dernier ultimatum, qui était, je crois, en novembre dernier. Et donc, l'Occident voudrait ne pas tenir compte d'une menace existentielle, comme le dit un grand stratège américain lui-même, et il est étonné des conséquences. Encore une fois, ça ne justifie rien, mais la géopolitique, puisque nous avons écrit ce livre avant la guerre, que nous avions annoncé, mais on n'a aucun mérite, c'était évident. Depuis 2021, avril 2021, il y avait déjà 130 000 hommes près du Donbass. Pourquoi ? Parce que ce qu'on ne nous dit pas dans les médias aussi, et encore une fois, ça ne justifie rien, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet de comprendre ce qui se passe. Les Américains, effectivement, n'ont pas fait entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est impossible. On n'entre pas comme ça, ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Surtout quand on est un pays instable. Mais ce que l'on sait, c'est que les entraîneurs, des gens de la CIA, des militaires, des miliciens, des gens de Blackwater, des conseillers canadiens, anglais, britanniques, américains, ont très très bien équipé l'armée ukrainienne. C'est pour ça qu'elle résiste vaillamment. Ils l'ont très bien équipée entre 2014 et 2021. Et ils ont fait passer une armée qui était presque rien, même si elle avait quelques stocks, à une armée quand même très performante, qui devenait de plus en plus moderne. Et cette armée allait reprendre, depuis avril 2021, c'était en préparation, le Donbass et la Crimée, ou l'un ou l'autre. Encore une fois, ça ne justifie pas l'action russe, puisque la Crimée fait partie légalement du territoire de l'Ukraine. La Russie elle-même l'avait reconnu dans les années 90, donc je ne justifie pas l'action russe. C'est illégal, puisque la Russie elle-même avait reconnu les frontières de l'Ukraine. Mais, sachant que le destin de l'OTAN proposé à l'Ukraine dans les années entre 2008 et 2014 allait forcément mécaniquement impliquer un jour la perte de la flotte russe à Sébastopol. Et donc, ça faisait partie du deal quand la Russie a accepté les frontières actuelles de l'Ukraine, qui sont des frontières qui n'ont pas toujours été les mêmes. C'était en échange d'un deal retrait des armes nucléaires, mais aussi, dit ou pas dit, parce qu'on garde un accès à la mer Noire et une flotte à Sébastopol, ça ne gêne pas trop que la Crimée soit dans l'Ukraine, puisqu'on a notre flotte. Mais si l'Ukraine devenait membre de l'OTAN, la flotte russe aurait été incompatible avec un pays membre de l'OTAN. Et donc les Russes savaient que
un moment ou un autre, il fallait prendre la Crimée, ça ne justifie rien, bien entendu, puisque je répète, je suis conscient que c'était les frontières légalement reconnues par la Russie elle-même. Mais, même si ça ne justifie pas, du point de vue russe, Poutine, qui est loin d'être le plus dur, alors je vais vous rassurer, beaucoup d'Occidentaux me disent, mais grâce aux sanctions, à ses bêtises, son armée qui s'enlise, il va être dégagé très rapidement. Alors, celui qui a le plus de chances de lui succéder, même s'il est bouddhiste, c'est un problème en Russie, parce qu'il y a un côté un peu ethno-religieux, c'est Shoigu. Mais bon, il s'est converti quand même à l'orthodoxie entre-temps. Même si ce n'est pas Shoigu, c'est probablement un néo-stalinien. D'ailleurs, les néo-staliniens sont la plus grande force aujourd'hui au Parlement russe. On a l'extrême droite, dont le leader, qui est très malade en ce moment, voire mort, Zhirinovsky, disait qu'il fallait laver nos bottes dans le Bosphore. Vous voyez, le genre de modéré. Les bols de sauvages. Et on a les néo-staliniens de l'autre côté, qui, sans le dire, reproche à Poutine depuis 2014 de ne pas avoir fait le travail tout de suite, parce qu'en 2014, Poutine pouvait prendre l'Ukraine très facilement. Et Poutine, aujourd'hui, ça ne justifie pas ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est plus grave que vous croyez. Poutine est dans la classe politique russe un des plus modérés aujourd'hui. Il a agi d'ailleurs, au départ, il ne voulait pas, il a fini par agir, parce que sinon, il serait devenu l'homme qui aurait subi l'humiliation d'une attaque ukrainienne sur la Crimée, et une reprise de la Crimée par l'Ukraine et une reprise du Donbass. Alors, je précise, bien sûr que c'était légitime du point de vue ukrainien. Qu'on ne me dise pas que je justifie le point de vue russe. C'est normal qu'un Ukrainien veuille reprendre des régions séparatistes qui lui appartiennent. Mais, du point de vue russe, je ne dis pas que ça justifie, mais pour la vie politique intérieure russe et pour les stratèges russes, si l'Ukraine reprend ces régions et qu'elle continue son destin qui l'a fait évoluer vers l'OTAN, c'est la fin de la présence russe en mer Noire. Or, la mer Noire, c'est une obsession depuis 2 siècles pour tous les dirigeants russes. Donc, encore une fois, ça ne justifie rien, mais en promettant un destin atlantiste à l'Ukraine, comme on l'a fait à la Géorgie. Et on n'a toujours pas compris, puisqu'on continue à dire, par principe, bon, ils n'adhèrent pas, mais par principe, on ne veut pas se fixer une limite. Et je conclus, comme j'ai commencé, qu'est-ce qu'on appelle une entité qui dit d'elle-même, je n'ai aucune limite. Quand une entité géopolitique, politique, juridique, para-étatique ou un ensemble d'États vous dit « nous n'avons par principe aucune limite et aucune frontière ». Ça s'appelle un empire. Donc c'est en fait un choc d'empire. L'empire cognitif, libéral, libertaire, atlantiste, occidental. Et de l'autre côté, l'empire à 19e siècle, certes, effectivement un peu plus rustre, qui est encore dans les territoires, avec Nous, on est un empire cognitif, alors on n'a plus besoin d'annexer un territoire, puisque nous sommes américains dans nos cerveaux. L'Amérique, d'ailleurs, ce n'est pas un anti-américain qui le dit. George Friedman, dans sa conférence, le dit. C'est vulgaire d'envahir un pays territorialement. Puis si on peut faire autrement, si on peut avoir des proxys et des agents et des gens qui sont dans leur cerveau d'accord avec nous, on n'a pas besoin de les envahir, ils seront pour nous. Et donc, effectivement, de loin, on a l'impression que l'empire russe, c'est un empire parce qu'il envahit un territoire, mais l'autre, il envahit des territoires mentaux, et des territoires économiques, et des territoires digitaux. Et ma conclusion de ma conclusion, c'est que les Américains vont peut-être gagner, c'est pas impossible, c'est pour ça qu'on a une question ici, vers le déclassement de l'Occident, l'Europe probablement, l'Amérique c'est pas fini. Dans les années 80, l'Amérique subissait une énorme offensive japonaise, géoéconomique, elle a cassé les reins de l'offensive japonaise. L'Amérique a beaucoup de ressorts, c'est pas n'importe quel pays. Il y a quand même une élite, même si on a l'impression qu'ils sont tous ignorants, il y a quand même une vraie élite, il y a des vrais stratèges, d'ailleurs les grands stratèges, c'est pratiquement tous des Américains, c'est ceux qui ils arrivent bien à formater leurs idées. L'Amérique n'est pas finie, et le déclin de l'Empire américain n'est pas certain. Par contre, l'Europe, elle est durablement une colonie américaine, et elle l'a prouvé, parce que l'euphorie de ces derniers jours, c'est en fait applaudir à un renforcement d'une alliance de défense européenne que seuls les naïfs considèrent comme étant européenne, puisque les Allemands vont s'empresser d'acheter des armes américaines. Au nom de l'interopérabilité, ça va profiter aux industries militaro-industrielles américaines. C'est l'OTAN qui sort renforcée de cela, alors que l'OTAN commençait à être frappée d'illégitimité. Donc c'est une opération d'un point de vue américain qui est, dans le moyen terme, assez réussie. Dans le long terme, ce n'est pas certain, comme disait Brzezinski ou George Kennan, puisque si on n'arrive pas à exercer, et je raisonne en scénario, c'est peut-être qu'on va y arriver, peut-être que Biden va réussir à pousser la Chine à lâcher un peu les Russes. C'est ce que voudrait Biden, il essaie de faire des pressions. C'est vrai que certaines banques chinoises n'ont pas voulu continuer à travailler avec les Russes, certaines. Donc je ne dis pas que c'est impossible. Mais si ça ne marche pas, le scénario américain
d'écraser la Russie, de faire un régime change en l'épuisant par le syndrome afghan, si l'Amérique n'arrive pas à dissocier la Chine de la Russie, ce que va réussir à long terme l'Empire américain, c'est accélérer son propre déclassement, puisqu'il va y avoir une dédollarisation en cours. Maintenant, on va payer le pétrole et le gaz russe en roubles, ce qui a déjà fait remonter le rouble. Il va y avoir une volonté de la Russie de s'autonomiser par rapport à l'espace de cybersouveraineté américain. Il n'y a que 2 espaces de cybersouveraineté en ce moment, l'américain qui dirige la plupart des pays du monde et un îlot de résistance avec sa propre cybersouveraineté qui est la Chine. Peut-être que cette histoire de Russie, si les Américains échouent, sont très très optimistes en pensant qu'ils vont pouvoir isoler totalement les Russes. Les Russes vont se dédollariser, vont participer avec d'autres pays à la dédollarisation et ils vont accomplir le rêve de l'OCS, l'organisation de la conférence de Shanghai qui a été créée en 2001, qui était restée lettre morte, comme les BRICS, ils voulaient faire un espèce de FMI rival, une dédollarisation. Ils n'avaient rien fait, ils n'avaient pas obtenu grand-chose. Mais cette crise va peut-être accélérer une volonté de désoccidentaliser une partie de l'économie mondiale. Et l'Inde, la Chine, ça fait quand même pratiquement 3 milliards dans quelques années, à eux deux. C'est quand même pas mal. Ne parlons pas des pays d'Afrique. Les pays d'Afrique sont pas du tout concernés par ce qui se passe en Ukraine et les sanctions, ils n'en ont rien à faire. L'Asie, c'est des sanctions très minimales, même des alliés de l'Occident. Et donc l'Inde, la Chine, une partie de l'Asie, pratiquement toute l'Afrique, une grande partie de l'Amérique latine, vont allègrement contourner les sanctions. La preuve, on est déjà en train de vendre des contrats de gaz et de pétrole russes sous étiquette turque, turkmène, azéri, etc. Et enfin, la conclusion de la conclusion, c'est qu'il y a un troisième bénéficiaire avec les Chinois et les Américains, c'est le monde de l'islamisme revanchard. Un frère musulman disait dans une télévision récemment, et c'est un peu le sens de l'article de Batior, qui a choqué beaucoup. Pourquoi Batior était choquée par cette histoire? Parce qu'elle sait très bien que si l'ennemi, ça devient le Ruskov, blond aux yeux bleus, c'est plus la menace du Sud. Ça va bientôt, vous verrez, ça sera même vulgaire de dire qu'il y a une menace islamiste. Vous vous rendez compte? Alors que la Russie, qui a effectivement fait quelque chose d'horrible, alors que la Russie fait cela, vous nous parlez encore de quelques djihadistes qui ont tué 300 personnes en France en 10 ans, mais c'est rien. C'est vrai que c'est rien par rapport aux accidents de la route. Après, si on compare, on peut tout relativiser. Mais un troisième bénéficiaire, donc, c'est l'islamisme revanchard qui, lui, a un projet de conquête asymétrique dans nos quartiers, tranquillement, par la sociologie, par la démographie, par le victimisme, par l'alliance avec le wokisme, etc. Cette menace-là, elle va être encore moins surveillée que d'habitude. Donc, 3 bénéficiaires. À moyen terme et à court terme, l'Amérique, pas à long terme. À moyen et à long terme, probablement la Chine, mais il faut rester, probablement, c'est pas sûr. Et bien sûr, le monde de l'islamisme revanchard, dont la Turquie d'Erdogan. Alors là, c'est fantastique. Erdogan, qui était le paria, qui envahit quand même lui aussi un pays membre de l'Union européenne, c'est pire que l'Ukraine, juridiquement. Un pays qui envahit Chypre, normalement, il devrait être plus sanctionné qu'un pays qui envahit l'Ukraine, puisque Chypre est membre de l'Union européenne. Chypre, c'est un pays souverain, membre de l'Union européenne, et en 2004, seuls les ignorants croient que c'est juste une partie qui a adhéré. En 2004, dans le droit européen, c'est toute l'île de Chypre qui a adhéré à l'Union européenne, et la partie du Nord est considérée comme territoire de l'Union européenne, illégalement occupée par la Turquie. La Turquie a fait également un massacre d'Arméniens récemment. Elle occupe Chypre, elle revendique des îles grecques, deuxième pays européen dont elle menace les frontières, et on n'a pas réussi à faire aucune sanction sérieuse contre la Turquie. Et donc la Turquie, qui non seulement était le paria, mais aujourd'hui elle est le grand négociateur qui se montre comme le rival de M. Bennett, qui nous a donné une leçon de pragmatisme et de realpolitik. Bennett, le Premier ministre israélien, la Turquie aujourd'hui se veut comme le rival qui va, elle, réussir à calmer cette guerre horrible et qui se pose en médiateur. Et là, c'est assez extraordinaire de voir qu'un des bénéficiaires de cette situation, ça va être l'Azerbaïdjan, pays totalitaire, mafieux et corrompu, la Turquie du néo-empereur Erdogan, mais aussi le Qatar, financier des islamistes djihadistes comme des frères musulmans. Et ça, c'est ça qui va remplacer le gaz russe. Ça va être un gaz effectivement très démocratique, très woke, très libéral, très libertaire et très politiquement correct. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Delval pour cette présentation, pour cette conférence.
On va passer aux questions. Questions de la salle d'abord, s'il y en a. Questions sur Internet, enfin sur Zoom, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, question, monsieur. D'ailleurs, monsieur. Et puis ensuite, on passera là. Bonjour. Merci de donner votre nom. Je m'appelle Lamine. Et j'ai quelques points, je dois dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Très bien. D'abord, je trouve que la Russie a déjà son accès aux mers chaudes. Et là, si vous voulez coloniser l'Iran en ce moment, et vous avez oublié qu'en 2016, quand les Iraniens ils ont commencé à aller en Syrie, la Russie avait obtenu, fait très rare, la base de Hamadan dans l'ouest de l'Iran, pour faire partir ces avions vers la Syrie. Et avec l'aide des Iraniens, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils sont servis des Pasdaran comme des idiots utiles pour se battre sur le territoire syrien, alors qu'eux, ils étaient en l'air. Deuxième chose, Nord Stream 2, il ne faut pas oublier que c'est George Biden qui a enlevé le 20 janvier 2021 les sanctions qui étaient imposées par Trump. Donc les Américains, ils se sont tirés carrément une balle dans les pieds à ce moment-là. Et maintenant, tout d'un coup, les Allemands se sont souvenus de cette histoire alors qu'ils ont fini déjà toute la partie. Troisième chose, je trouve qu'il faudra aussi parler, c'est l'idiotie des médias en Occident, qui sont devenus, pour quelqu'un qui a vécu en Union soviétique comme moi, j'ai l'impression d'assister au programme de Vremya à 9h du soir. En ce moment, quand je regarde le même programme de Vremya sur la chaîne ORT russe ici, je trouve qu'ils sont un peu plus ouverts que la chaîne française, par exemple, comme France 2. C'est hilarant comment en Occident on est devenu soviétisé à l'extrême. Ensuite, en ce qui concerne dans ces pays, vous avez cité comme l'Afghanistan, etc. En fait, il y a une remarque très drôle que j'entends de la part de certains Afghans, mais aussi surtout des Iraniens, qui disent malheureusement, ça nous blesse de le dire, ça me tue de le dire, mais Khomeini il avait raison quand il disait que les Américains c'était des crétins finis. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, 20 ans, ils ont mis 20 ans, ils n'ont même pas réussi à mettre en place une espèce de gouvernement plus ou moins normal, de changer la mentalité des gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux, ils oublient complètement que les écoles désormais sont finies pour les filles en Afghanistan. Ça a été déclaré hier par les talibans. Et là, les Occidentaux, je trouve que depuis 20 ans, ils ont fait... En fait, les Américains, ils avancent, mais pour l'instant, ils reculent. Ils nous ont fait bien reculer, notamment en Europe. Monsieur Delval, est-ce que vous voulez très rapidement, je vais faire très rapidement. Intéressant ce que tu dis sur l'Iran, c'est une mer chaude, mais moi je faisais allusion à la mer Méditerranée, et l'accès pour la Méditerranée, c'est la mer Noire, d'où leur stratégie de prendre le sud, et à travers les détroits turcs, d'où d'ailleurs, pour montrer l'importance grave de cette histoire, quand M. Erdogan a voulu faire le canal d'Istanbul, parce que vous savez que les accords de Montreux internationaux obligent la Turquie à laisser un passage sur les détroits de l'époque, mais à l'époque, il n'y avait pas encore le canal artificiel qu'il veut mettre en œuvre, et ça a été un casus belli terrible avec la Russie qui ne veut pas être conditionné pour son passage des détroits pour aller en mer Méditerranée. Donc je faisais allusion à la Méditerranée, mais bien sûr, ils ont un accès ailleurs. Absolument. Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais je comprends ce que tu disais, mais ce n'était pas un désaccord, parce que moi je faisais allusion à la mer Méditerranée. Ils ne peuvent pas passer par 36 endroits en bateau pour aller en Méditerranée. Je faisais allusion à cette obsession qui est vraiment pour eux, mais vraiment du domaine de l'obsession. Certains peuvent même dire, c'est peut-être pas, comme tu dis, c'est peut-être pas si important, mais pour eux c'est extrêmement important. Voilà. Ils sont prêts à se battre pour ça, d'où le fait que leur succès à Mariupol, qui apparemment paraît annoncé, parce que les bataillons Azov sont cachés dans leur usine d'aluminium et dans l'autre bout de la ville, mais apparemment une bonne partie de la ville est déjà prise, de Mariupol, donc probablement ce lien entre le Donbass et le sud, la mer d'Azov, puis l'extrême sud, donc sur les côtes de la mer Noire, la jonction va être faite bientôt. D'ailleurs, la prochaine bataille, ça va être le Donetsk. Un de mes contacts me disait qu'il a vu, il est de TF1 à faire des reportages, il a vu 350 chars.
Non, je parlais. Non, si. Il a vu 350 chars russes, rien qu'en quelques heures hier, qui partaient de Mariupol vers Donetsk. Il va y avoir une énorme bataille à Donetsk. C'est le front qui va être le plus important. Et on n'a rien vu à côté. Ça va être, parce que toute cette guerre a commencé parce que justement l'armée ukrainienne voulait reprendre le Donbass. Et donc ils ont consacré le plus grand nombre de troupes près de Donetsk. Et là, aujourd'hui, comme Mariupol est encerclé, on attend juste qu'ils tombent, sans nourriture, sans ravitaillement, etc. Et donc le gros des chars là évolue du front sud vers. Ils vont renforcer le Donetsk. Et enfin, par rapport à ce que tu disais, il y avait aussi il y avait l'Iran et il y avait la mer Chaude et Nord Stream 2. Effectivement, je savais qu'effectivement c'est Biden qui a fini par accepter. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les Américains ont toujours été contre. Il a fini par accepter après des négociations très complexes. Mais globalement, le pouvoir américain n'était pas d'accord avec Nord Stream 2. Il y avait quelques conditions qui ont fini par être acceptées. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y avait comme une levée du veto, même si les Américains pensaient très fort qu'ils auraient voulu que ça se sabote. D'ailleurs, George Friedman annonçait qu'il fallait saboter ce rapprochement germano-russe par tous les moyens. Voilà, merci beaucoup. Il y avait une autre question ici, je crois, madame. Et puis ensuite, on passera derrière. Merci de faire des interventions assez courtes. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que ça vous dérange si je demande ma question en anglais? Parce que je suis un peu plus fort. Okay, my name's Lucy Morgan Edwards, and I spent quite a lot of time in Afghanistan. That's really my speciality. But I very much enjoyed your talk. I'm very interested in what's going on in Ukraine. I just wondered whether, because I'm also a student of international relations, whether you have any comment on the role played by the group of neoconservatives in the US around the who coalesced around Levi Strauss, the Straussian neoconservatives, the Kagans, Victoria Nuland, who I understand her grandfather was involved. You speak about Leo Strauss? Is it Leroy or Levi Strauss? No, yes. Leo Strauss. Leo Strauss, yes. Levi is it seems that there is this ideology of these people. I think he was in the Chicago school as well. He's more from the Austrian philosophical school, but he has been used by many conservatives. But he's more a classical philosopher, right, and not at all a warrior, something. But he has been used, yes, by neoconservatives specifically, and he has been burned because of this. But it was not his willing. I mean, it's interesting because I saw a very fascinating documentary called A Very Heavy Agenda about 5 years ago on Vimeo. I don't think it's still there, but it was about the series of wars pushed by the Project for a New American Century and the various think tanks that they have formed over the years, including the Institute for the Study of War, etc., linked with the Kagans, Bill Kristol, Victoria Nuland. Yes. And alluded to by General Wesley Clark in a lecture where he talked about how there would be 7 wars in 5 years, and he warned about that just after 9/11. But I also just wondered if you could comment on the possible existence of the biolabs in Ukraine that people are discussing, and also, secondly, whether you believe that Vladimir Putin is working with the World Economic Forum or not, because there's quite a lot of discussion as to, and conjecture as to whether he's really with the WEF or whether he's against the sort of globalist agenda. Thank you. Donc, je vais répondre en français. Donc, vous voulez qu'on parle des les laboratoires? C'est ça, les laboratoires bactériologiques. L'existence des laboratoires. Alors là, je vais être très court parce que je n'aime pas trop parler de ce que je ne connais absolument pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des labos à l'époque soviétique qui étaient devenus problématiques. Il est vrai que des Américains ont essayé de sécuriser ces labos. C'est l'argumentation d'ailleurs de Madame Nuland qui a reconnu finalement qu'il y avait des labos. C'est pas faux que les Américains ont essayé de reprendre en main des labos de l'époque soviétique qui pouvaient être problématiques, mais apparemment certaines personnes, y compris pas forcément pro-russes ou sulfureuses,
ont des questionnements sur le fait qu'ils auraient peut-être même fait d'autres labos. Mais il y a une raison qui n'est pas du tout sulfureuse, c'est parce que l'Ukraine est un pays qui est très ouvert à beaucoup d'expérimentations non normées. Je fais allusion, par exemple, les cellules souches sont totalement interdites dans toute l'Union européenne. Je crois que la Suisse est un peu plus léger, mais dans l'Union européenne, on ne peut pas faire d'expérimentation sur les cellules souches spécifiées, juste les cellules souches à 10%, mais c'est interdit. Par contre, en Ukraine, c'est tout à fait légal. Je connais un chirurgien qui fait des opérations assez étonnantes à Taïwan et en Ukraine, parce qu'en Ukraine, il est permis ce qu'ailleurs on ne permet pas. Donc il y a un peu plus de souplesse pour externaliser des expériences, des laboratoires. Alors peut-être que c'est ce qui s'est passé, mais comme je n'ai pas de certitude, c'est peut-être de la propagande russe. Il ne faut quand même pas nier que là, il y a une guerre de propagande extraordinaire des deux côtés, parfois un peu plus basique côté russe, mais il y a quand même une belle propagande. Mais après, ce qui est fantastique dans l'accusation de la propagande russe, c'est que comme il y a une propagande russe, même quand les Russes vont dire des choses vraies, ça va être automatiquement considéré comme faux. C'est ce que disait un de mes maîtres, Vladimir Volkov, qui, le nom ne l'indique pas, mais il était français, d'origine russe blanc. Vladimir Volkov, qui était le grand spécialiste de la manipulation et de la désinformation, il disait, quand la réputation, c'est ce que disait aussi Mazarin, le cardinal de Mazarin, quand une réputation est faite, on peut dire n'importe quel bullshit, et quand une réputation est ternie, même la chose la plus vraie va être automatiquement perçue comme fausse, même si elle est de manière évidente vraie. Donc, je ne sais pas du tout si c'est la manipulation de la propagande, où il y a un peu de vrai ou un peu de faux, là j'avoue. Mais c'est en tout cas, il y a des choses étonnantes par rapport au labo. Mais les Russes l'ont utilisé comme une espèce de prétexte moral pour montrer qu'ils faisaient presque une opération de sauvetage de l'humanité. Là, c'est une propagande grossière, évidente. Deuxième question. I just wanted to ask, because there has been, it's come into the public domain recently that there have been these many young leaders cultivated by the World Economic Forum, and it seems that many of them have been in the worst positions of authoritarianism when it comes to COVID authoritarianism. For example, in Victoria, the state of Victoria and so on, Melbourne, various politicians, and of course even Klaus Schwab boasted about this at Harvard in a lecture, Davos, that how he owns the whole cabinet of various countries. No, I'm not a specialist of to this. what extent do you think Vladimir Putin is working with the World Economic Forum, because their name is increasingly becoming rather extreme and will be rejected, I think. Je confesse, excusez-moi, je réponds en français pour les autres, je confesse que je ne suis pas compétent pour répondre à cette question, mais je vois d'illustres stratèges dans la salle, dont un autre, Alexandre, qui est au fond. Peut-être qu'il en sait plus que moi, mais je ne suis pas compétent. Et moi, personnellement, je suis plutôt méfiant vis-à-vis de certaines théories. Donc, tout ce qui est grand reset, je ne suis pas compétent. J'ai l'impression qu'il y a pas mal aussi de complotistes qui ont utilisé les discours de ce monsieur et son livre, etc. Et je me méfie quand même de toute théorie extrême ou complotiste, parce que parfois elle détruit une argumentation qui pourrait être raisonnable. Ça va discréditer même quelque chose parfois qui va être soulevé, qui est vrai. Donc par principe, je me méfie de théories, et je ne suis pas spécialiste du grand reset, donc je ne peux pas répondre. Merci. Il y avait une question ici. Le micro arrive, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Del Valle. Supongo que entiende español por su apellido. Mais je vais quand même parler en français, même si on peut se comprendre en espagnol. Bon, c'est trop simple comme question. Alors, vous avez évoqué un concept au début de votre exposé. Merci beaucoup. Je vous trouve très courageux et très honnête. Je vous trouve très courageux et très honnête. Merci beaucoup. Et je vais juste faire une question très simple. Au début de votre exposé, vous avez cité un concept, j'ai noté ici, guillemets, société du coton. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire la société par là, du coton. Alors en Italie, on parle aussi de società liquida, société liquide. Non, je voulais dire par là, la société du coton, c'est un peu ce qu'a critiqué George Friedman. Là, il avait raison dans son fameux discours, le stratège américain. Il disait l'Europe croyait qu'elle était immunisée ad vitam aeternam contre toute violence. C'est ce que dit le chef d'état-major de l'armée française, d'ailleurs très justement depuis des années, quand il était déjà chef d'état-major adjoint, le général Burkhardt, que je cite dans le livre, au début du livre d'ailleurs, il dit le retour des conflits de haute intensité, ce qui veut dire en gros une guerre
interétatiques notamment. Et l'Europe croyait qu'elle était épargnée. La guerre, c'est le Congo, c'est éventuellement l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, mais quand même, c'est vulgaire. Nous, on ne se fait plus la guerre. D'ailleurs, dans les arguments qui ont été avancés sur les commentaires de la guerre en Ukraine, on a entendu ça, mais en 2022, une guerre en Europe, mais c'est obscène. L'Européen, il pense que la guerre, c'est un truc de plouc, des gens du tiers-monde, expression qui est complètement folle d'ailleurs, parce qu'elle ne veut plus rien dire. Il y a des gens du Sud maintenant qui sont plus riches que ceux du Nord. Il y a des pays du Sud qui peuvent acheter leurs anciennes colonies, colonisateurs du Nord. L'Angola peut acheter 3 fois ou 10 fois le Portugal. Les Portugais maintenant ils cherchent du travail au Brésil ou en Angola. Donc ça ne veut plus rien dire, mais on a encore ces visions complètement attardées. Et on croyait qu'on était immunisé de toute guerre. Alors à la limite, ça aurait pu être possible s'il y avait une suiscisation de l'Europe. Si l'Europe était devenue la Suisse avant de perdre récemment sa neutralité, l'Europe aurait été logique. L'Europe aurait été logique de penser qu'elle était une terre exempte de toute guerre, puisqu'elle ne se serait pas mêlée des conflits des autres. Vous savez, il y a un vieux proverbe sicilien qui dit « Quoes parte, c'ave meglio parte ». Ça veut dire « celui qui se mêle d'un conflit qui ne le regarde pas forcément directement, il est certain de prendre des coups des deux côtés ». Et donc, si on était totalement neutre, effectivement, on pouvait encore échapper à la guerre un certain nombre d'années. Mais c'est ce que disait mon maître, le général Gallois, le grand stratège français qui a inventé la force de frappe nucléaire française. Il disait dans les années 90, les Européens sont fous. Ils veulent rester une société du coton, donc une société liquide, une société pacifique, qui est toute gentille. On est tous doux, tolérants, et on n'a même pas besoin d'augmenter les budgets militaires. Les Américains ont raison quand ils disent « Mais attendez, vous avez moins de 2% de budget de défense, à vous d'augmenter. » C'est pas faux ce qu'ils disent. Ce n'est pas les Américains qui nous ont empêchés d'avoir une armée, c'est parce qu'on est dans la société du coton. On nous dit tout le temps « L'Union européenne, c'est ce qui a fait la paix. » N'importe quoi, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a eu la paix qu'il y a eu l'Union européenne. Ce n'est pas parce qu'on est rentré dans l'Union européenne qu'on devient gentil. L'Union européenne, ce n'est pas un club où on fait rentrer une dictature et devient gentil. Non, c'est le contraire. L'Espagne est rentrée dans l'Union européenne quand c'était plus une dictature. Le Portugal, pareil, la Grèce, pareil. Mais on vit sur des idées. L'Europe, l'Union européenne, c'est un club de gentils, de démocrates, et tout ce qui touche devient super doux. Sauf que le général Gallois disait, quand vous voulez élargir l'Europe, déjà la Pologne, attention, la Pologne, ce n'est pas des gentils wokistes, ils le montrent bien, ils sont sanctionnés tout le temps, qui sont pour la société du coton. Les Polonais, eux, ils ont une hardline. Et comme les Roumains, ou les Tchèques, ou les Slovènes, ou d'autres, ou les Croates, eux, ils sont foncièrement atlantistes, et la Russie, ils rêveraient de l'avoir découpée en morceaux. Ce n'est pas des gens qui sont dans les idées super pacifiques. Donc plus on va vers l'Est, disait le général Gallois, plus on aura les problèmes de l'Est. Et eux, comme ils ont été traumatisés par le communisme, ce n'est pas le nazisme qui les complexe. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui se passe en Ukraine. Les nazis sont tout à fait légitimés. Il faut savoir que sous le soi-disant juif président Zelensky, qui n'a de juif qu'un grand-père, et selon la halakha, il n'est pas du tout juif. Moi, mes amis juifs me disent qu'il n'est pas considéré comme juif. On a quand même inauguré une place d'un homme qui a fait la Shoah par balle. Stéphane Bandera a eu une place en son nom, le chef du nazisme pendant 3 années qui a fait massacrer la Shoah par balle. Il y a eu des écrits dessus, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Et donc les pays de l'Est, ils sont ultra-nationalistes, ultra-identitaires, et les Croates ou les Ukrainiens ou d'autres sont carrément même encore assez fascisants ou nazifiants. Ils n'ont pas du tout eu de processus de wokisation et de dénazification. Donc si vous faites rentrer un tel pays dans notre club démocratique, c'est comme si vous faites entrer un loup dans la bergerie. C'est comme ceux qui voulaient faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, un pays offensif, militariste, nationaliste, à la fois extrême droite et islamiste, parce qu'Erdogan il est allié à la fois avec les néo-nazis du MHP, c'est un parti historiquement néo-nazi du colonel Arslan Turkes, et en même temps il est le parrain des frères musulmans. Donc l'Europe est folle. Elle veut rester un club de bisounours, mais s'élargir à des pays qui ne sont pas du tout bisounours. Et elle veut même les intégrer avant même qu'ils aient un processus de dénationalisation. C'est une folie pure. Ce serait logique, l'extension de l'Union européenne, si on s'étendait qu'à des pays qui sont déjà devenus comme nous. Car je le répète, ce n'est pas l'Europe qui rend les gens pacifiques. C'est quand les pays sont pacifiques et qu'ils ont accepté de partager leur souveraineté, parce qu'ils ne sont plus nationalistes,
C'est là qu'ils peuvent devenir des membres de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, qu'on soit pour ou contre, c'est un partage de souveraineté. Quand on est membre de l'Union européenne, on accepte de limiter sa souveraineté. Donc un nationaliste ne peut absolument pas remplir les conditions. Donc quand on s'est élargi à la Pologne, c'était une erreur absolue. Les Polonais ne sont pas plus pour le partage de souveraineté que les Anglais. Et mon maître, le général gallois, disait souvent, comme les Anglais partiront, il le disait en 2006, bien avant le Brexit, les Anglais prendront ce qu'il leur faut, ils demanderont toujours des exceptions. S'il n'y a pas les exceptions qu'ils veulent, ou pas assez, ils partiront une fois qu'ils se seront servis ou qu'ils ne pourront plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Les Polonais feront pareil. Les Turcs, s'ils rentrent, feront pareil. Parce que certains pays qui ne sont pas dénationalisés, ce que j'appelle un processus de dénationalisation, c'est-à-dire qu'on renonce à être nationaliste. Un pays qui est nationaliste ne peut apporter que des troubles à l'Union européenne ou, dans le meilleur des cas, ne pas être compatible avec l'idée de base de l'Union européenne qui est une fin des pleines souverainetés. On reste souverain dans l'Union européenne, mais moyennement souverain. Incompatible avec un programme d'un nationaliste ukrainien ou un nationaliste russe ou un nationaliste polonais, où pratiquement tous les pays de l'Est ou de l'Orient européen sont incompatibles avec le projet. Et c'est pour ça que Giscard, et je ne suis pas venu pour faire du centrisme, mais il avait raison, Giscard d'Estaing, un des pères finalement, maintenant il fait partie des pères de l'Union européenne, mais comme De Gasperi, comme Don Sturzo, les grands chrétiens qui ont fondé l'idée européenne, eh bien, ils ne voulaient pas élargir indéfiniment vers l'Est. Plus on ira vers l'Est, plus on aura des problèmes. L'extension de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'Est, ça veut dire avoir la guerre. D'ailleurs, Paul-Marie Couteau, député européen et surtout géopolitologue français, avait écrit dans les années 97 « L'Europe vers la guerre ». J'avais trouvé qu'il était un peu pessimiste. Il disait « c'est mathématique. Si on va vers des pays problématiques, on aura des problèmes. » C'est logique. Si on va vers un pays problématique, on a des problèmes. Et donc, l'Europe voudrait s'élargir à des pays extrêmement problématiques, parce que l'Ukraine est un pays, comme dit Huntington dans son livre « La choc des civilisations », il définit l'Ukraine comme un des pays tiraillés. Tiraillés, c'est-à-dire un lieu de choc intra-civilisationnel entre les catholico-polono-occidentaux à l'ouest, les orthodoxo-pro-russes à l'est. C'est une zone de choc sismique. Et nous, on promet un destin européen et atlantiste à un tel pays. C'est une véritable folie. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est pour cette raison. Quand on est dans un prosélytisme, c'est comme pour la religion. Quand on est prosélyte, on ne peut pas s'empêcher de convertir, même si on risque de mourir. Un vrai prosélyte, il va même accepter d'être martyr. Il doit absolument répandre son système. Et moi, j'affirme dans ce livre, c'est la thèse de base de ce livre, c'est le fil rouge aussi, l'Occident a raison de défendre ses valeurs libérales chez lui. Déjà qu'il essaye de le faire dans ses quartiers hautement islamisés, déjà ce sera pas mal. Mais il a tort de vouloir l'imposer aux autres. Parce que comme disait Chevènement, on ne répand pas des valeurs libérales, démocratiques, etc., par des leçons de morale, on le répand par l'exemplarité. L'exemplarité, même d'ailleurs pour ceux qui convertissent, c'est beaucoup plus efficace que les oukases, les leçons de morale ou les admonestations. Donc c'est là que l'Europe pêche. Elle fait le jeu de l'Amérique et, en plus, elle est frappée par un universalisme qui est devenu un mondialisme actif qui la rend... Elle croit qu'elle est bien vue parce qu'elle est la pensée bisounours, mais paradoxalement, elle est très, très, très mal vue par les entités dures qui veulent une pleine souveraineté, qui voient ce modèle européiste, mondialiste, comme quelque chose qui va détruire les souverainetés des pays. Et donc, paradoxalement, plus on répand nos belles idées universelles, plus on est détesté par un certain nombre de civilisations, notamment les pays qui sont souverainistes. Voilà, on va prendre une question sur Zoom. Voilà. Il y a encore 2-3 questions. Merci de répondre brièvement après. Oui, on vous entend, madame. Merci. Merci beaucoup, c'est passionnant. Une question très naïve de ma part, mais j'ai besoin de vous la poser. Comment alors l'Europe a ainsi provoqué la Russie après avoir entendu tout ce que vous avez dit? Alors, ce n'est pas l'Europe qui a provoqué la Russie. Je pense que l'Europe, d'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus, l'Europe, dindon de la farce. L'Europe est le dindon de la farce d'une géopolitique qui la dépasse, qui est une géopolitique américaine, qui, je le répète, ce n'est pas uniquement Mackinder l'anglais ou Spikeman l'américain du passé, c'est George Friedman, le stratège du présent, qui le dit lui-même en 2015. Alors, ce n'est pas une preuve, un discours, mais il dit tout haut ce que beaucoup de conservateurs néo, mais aussi de démocrates pensent tout bas. Il faut empêcher toute optique
de colonne vertébrale Paris-Berlin-Moscou ou Berlin-Moscou. C'est absolument inenvisageable. Et Brzezinski le disait dans son livre Le Grand Échiquier, ce qui serait le pire pour nous, parce que ce serait une technologie des cerveaux et une prospérité. Imaginez la prospérité européenne et les ressources énergétiques et le hard power russe. C'est une puissance qui écrase les Américains, puisque rien que le budget de chaque pays européen ajouté, déjà on est supérieur aux Américains. Mais en plus, les budgets militaires et les budgets tout court européens, plus la force russe et les énergies russes, on est autosuffisant et invincible. C'est inadmissible. Et d'ailleurs, Brzezinski le dit, c'est encore plus dangereux qu'une alliance anti-hégémonique sino-russe. Et donc, mais par contre, très cyniquement, là je finis, et très cyniquement, Brzezinski disait de manière très moqueuse, il y a très peu de chances que l'Europe nous défie en s'alliant avec la Russie et qu'elle crée une alliance, il appelle ça une alliance anti-hégémonique. Alors là, c'est d'un cynisme extraordinaire. Brzezinski, le grand conseiller de plusieurs présidents américains, il dit « L'Europe est tellement américanisée, elle est tellement séduite par nos valeurs, elle est tellement acculturée qu'il y a très peu de chances qu'elle se réveille et qu'elle ait même l'idée de vouloir être anti-hégémonique et autonome. » Mais il dit « S'il y avait un tout petit risque que cette Europe coton, protectorat américain, se réveille, il faut l'empêcher dans l'œuf. » Donc après, si on est étonné de ce qui se passe, c'est qu'on a envie d'être naïf. Voilà, merci. On va encore prendre... oui, on a encore une question dans la salle, s'il vous plaît, madame. Merci. Votre nom et puis votre question, merci. Yuri Obouzny, bonjour. Merci pour cette conférence qui est tout à fait étonnante par ce temps du bourrage de crâne total. Vous avez parlé de l'Europe. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique, dire deux mots pour la France et pour le rôle du président Macron dans cette situation, évidemment du point de vue de sa réélection? Parce que je crois comprendre qu'il a bien profité pour éliminer à peu près tous les candidats en faisant une liste de tout le monde qui dit qu'est-ce qu'un mot de positif sur la Russie pendant sa carrière politique. Enfin, en Suisse, on fait ça pour les journalistes, c'est moins grave peut-être. En France, on fait ça pour des candidats. Et c'est un peu hors de ce sujet, mais par exemple, la situation en Corse, normalement, aurait pu servir de signe noir, mais apparemment, l'activisme, enfin, les activités du président Macron éliminent tout le danger. Et quelle est votre opinion? Ce sont deux points intéressants. Et mon amie Linda Asmani, qui était une politique française, on en parle souvent. Ce qui est déconcertant en Occident, et j'en parle dans ce livre sur la partie Europe et autodilution de l'Occident, ce qui est triste en Occident, c'est que la politique est devenue pas uniquement le spectacle, mais l'intérêt national est peut-être devenu pratiquement la dernière chose qui anime les décisions des politiques, parce qu'il y a un tel lien entre le politique, les médias qui font les rois, et la société de l'information, l'Internet, l'opinion, les instituts de sondage, qu'aujourd'hui un homme politique occidental, même dans une guerre, c'est par rapport à un agenda électoraliste qui va la faire. C'est-à-dire qu'on ne livre plus, on ne définit plus l'autre comme ennemi ou ami parce qu'il y a un intérêt direct de notre pays qui est menacé, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être dans l'émotion qui va nous permettre de monter dans les sondages. Et si on ne fait pas une surenchère d'émotions, on va baisser dans les sondages. Alors le meilleur exemple, c'est Draghi, que j'aimais bien, parce que c'est quand même un dirigeant qui est assez performant. Draghi, il a redressé l'Italie en très peu de temps, mais Draghi, avant-hier, a déclaré l'urgence pour cause de guerre, l'état d'urgence pour cause de guerre, c'est unique en Europe, et il a parlé de no-fly zone. Alors les Italiens sont terrifiés, ils se disent on va être bombardé par la Russie, puisque no-fly zone ça veut dire belligérance, et état d'urgence de guerre, etc. Et moi j'ai une autre grille de lecture en parlant à un grand militaire italien qui m'a dit non, c'est la politique intérieure, ça permettra de continuer à faire passer des lois dans un unanimisme total. Et en plus, quand on est chef de guerre, si l'Europe est en danger, l'Italie est en avant-poste, parce que c'est un avant-poste, c'est l'OTAN, l'Italie c'est vraiment une base importante de l'OTAN, chef de guerre, on n'a plus de débat. Et je reviens à Macron, pareil. Quand Macron a dit « je me présente malgré cette situation gravissime », et j'espère que malgré la nécessité du débat démocratique, il y aura tout de même une union autour de l'intérêt national, qui en fait surtout l'intérêt de M. Macron à être réélu. Et là, c'est fort. C'est-à-dire qu'on instrumentalise une cause grave
une guerre où il y a des milliers de morts, peut-être bientôt des centaines de milliers, j'espère pas, on instrumentalise ça pour faire un hold-up sur le débat et annoncer le jour même de la déclaration de candidature à demi-mot que ce sera indécent d'être trop en discorde avec la parole présidentielle, parce que rappelez-vous ce qu'il a dit, hein, je pense sous le contrôle de Linda, moi ça m'a frappé, il a dit, certes le débat sera important, le débat démocratique est très important, mais il ne faudrait pas que la nécessité du débat démocratique nuise à l'union qui doit être primordiale dans ces heures graves. Donc un Macron et un Draghi utilisent clairement une guerre externe qui ne nous concerne pas, parce que ça nous concerne moralement, mais on n'est pas menacé par la Russie, puisque la Russie menace l'Ukraine. Peut-être la Pologne, pas la France, pas la Suisse, pas l'Italie. Au contraire, l'Italie et la France, c'est les deux pays les plus aimés avec la Grèce par les Russes, peut-être les Allemands. Donc on instrumentalise une guerre extérieure, on fait croire qu'on est ennemi, qu'on est pratiquement en guerre. Il s'est même mis avec un t-shirt avec la barbe pour ressembler à Zelensky, ce que j'appelle la zelenskisation médiatique. Vous voyez non, parce que ça a beau être un type très intelligent, que je respecte, il est parfois très courageux, par rapport à Erdogan, il était courageux. Je ne veux pas faire du Macron bashing, mais quand on en est à écouter un spin doctor ou un public relation advisor qui lui a dit, là en ce moment, une petite barbe, un air un peu patibulaire, mal réveillé, un t-shirt un peu kaki, ce serait bon en ce moment. On ne dit pas que tu es en Ukraine, mais inconsciemment, le cerveau vont se dire, il ressemble un peu à Zelensky. Là. On dirait qu'il est sur le pied de guerre. On a un type courageux, le protecteur des Français, parce que le méchant Poutine va venir envahir, bien entendu, les côtes françaises. Et donc voilà, on en est là, hein, n'est-ce pas, Linda? Tu me le dis souvent, et Linda veut parler. Moi, ce qui me frappe quand je parle à mon amie qui était conseillère de la ville de Paris, qui a fait longtemps de la politique, à l'époque de Sarkozy, etc., elle me disait, aujourd'hui, les politiques, c'est que ça. C'est que de la communication. Rappelez-vous Clinton, cette guerre en ex-Yougoslavie, les stratèges y avaient intérêt pour l'OTAN, pour justifier l'extension de l'OTAN, mais Clinton, il l'a décidé pour des raisons de politique électorale interne. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave. Quand il y a une telle confusion entre l'électoralisme, l'opinion ou le pseudo-opinion, parce qu'elle n'existe pas, l'opinion publique, elle est fabriquée par d'ailleurs, on parle de opinion makers. Il y a des gens qui fabriquent l'opinion. Donc l'opinion publique, c'est absolument une illusion ou une représentation. Et je pense que c'est grave parce qu'aujourd'hui, on peut presque dire qu'en Occident, nos hommes politiques tels qu'ils sont élus ne sont pratiquement plus capables d'élaborer une politique publique responsable de long terme. Quand un Chinois raisonne sur un programme de 50 ans, un élu américain, c'est 4 ans maximum et encore 2 ans pour les midterms. Et d'ailleurs, je conclurai là-dessus, c'est ce que disent les Chinois quand ils font allusion à la classe politique occidentale, et c'est triste pour la démocratie. Moi, je veux défendre la démocratie libérale. Mais quand la démocratie libérale devient une démagogie, ce qu'avaient annoncé Platon et Aristote. Aristote, quand il fait le tour des différents modèles, hein, il dit chaque modèle a sa perversion. La démocratie peut devenir démagogie lorsqu'elle est déclinante. On est dans cette phase où la démocratie n'est plus une démocratie, c'est une démagogie. Et la phase d'après, c'est la tyrannie. Parce que dans la phase de la démagogie, il n'y a plus de responsabilité. Il n'y a plus rien, tout vole en éclats, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus d'intérêt national, il n'y a plus de collectivité bien gérée, il n'y a plus de bonne gouvernance, et la phase d'après, c'est l'autoritaire qui va rétablir l'ordre. On connaît les cycles de l'histoire parce que ça a pratiquement toujours été ça. Une dernière question, madame, oui. Merci. Non, sans micro. Vas-y. Oui, allez-y. De loin. Oui, bonsoir, je suis Linda Asmani. Bravo, Alexandre, pour cette brillante exposé que je connais, mais que j'ai vu évoluer. Et vraiment, l'analyse est extrêmement fine. Je pense qu'effectivement, nos démocraties ressemblent de plus en plus à ceux que nous dévoyons. Mais pour avoir une perspective sur l'après, une fois qu'on aura tous essayé nos armes, qu'on aura chèrement payé et qu'on aura tous essayé nos matériels militaires, puisque ainsi va la vie de nos armées, et c'est heureux. Les armes sont faites pour être utilisées un jour, et on les paye, et c'est un gros marché, un immense business international. Une fois qu'on aura tous joué à la guerre, on sera bien obligé de se mettre à une table pour discuter. Donc, quelle est, de ton point de vue, la perspective possible ? Et enfin, la nouvelle guerre qui nous attend, qui est la 5e dimension de la guerre, la cyberguerre, qui, elle, à mon avis, va remplacer la soft power guerre
la colonisation des esprits. Merci. Alors, j'allais te retourner la question parce que Linda est diplômée de l'Institut de hautes études de défense nationale, le prestigieux IHEDN, donc tu en connais plus que moi sur la cyberguerre. Mais on a un chapitre sur la cyberguerre dans ce livre, effectivement, qui est un enjeu énorme parce que la souveraineté doit s'adapter à la réalité actuelle. Et si on n'a aucune application, aucun système de paiement, aucune agence de notation et aucun grand réseau social, et qu'on ne contrôle pas les câbles sous les océans où passe Internet, on est cyber impuissant. Et c'est le cas de l'Union européenne, qui est dans un système de cyber-souveraineté américain. Et il n'y avait que la Chine qui était capable d'avoir son propre système, même si je sais qu'il y a des VPN qui permettent aux Chinois, à 10% de Chinois, de se connecter au monde occidental. Mais ce qui compte, c'est que la masse ne le fasse pas. Donc ils ont atteint leur objectif. Les Chinois sont globalement étanchéisés parce qu'il faut le voir. D'ailleurs, dans ce livre, quand on parle de la Chine, on cite l'article 8 de la doctrine de sécurité nationale chinoise qui présente les valeurs libérales, libertaires occidentales, démocratiques et libérales libertaires, et leurs institutions et leurs réseaux, Internet, réseaux sociaux, applications et compagnie, comme une menace existentielle et un poison contre lequel il faut absolument s'imperméabiliser. Vous voyez comment? Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est comme ça qu'ils nous voient. Donc effectivement, eux, ils voient la nécessité d'avoir ses propres systèmes de paiement, de communication, d'Internet, de réseaux sociaux comme une urgence absolue. Sinon, effectivement, c'est comme ça que l'Occident fait passer ses valeurs. Alors attention, d'un point de vue occidental, c'est bien qu'on puisse faire passer nos valeurs. Mais on ne peut pas en vouloir aussi à un autre monde, parce qu'il y a plusieurs mondes. On ne peut pas en vouloir à un monde qui ne soit pas comme nous, de se protéger contre nos valeurs qui sont directement une menace pour les leurs. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais si on ne veut pas comprendre que l'autre, et ça répond à la deuxième partie de sa question, je ferai plus rapide, pour trouver une solution de paix en Ukraine, on est mal parti en Europe, et c'est pour ça que c'est les Turcs et surtout les Israéliens et peut-être demain d'autres qui vont négocier pour nous, parce qu'on est tellement prisonniers de notre certitude que comme nos valeurs sont libérales, aucune valeur peut être comparée aux nôtres. On a forcément raison, puisque nous, et je comprends ce point de vue, il est moralement compréhensible. C'est vrai que l'universalisme, c'est mieux que le relativisme. Sinon, ça veut dire que c'est normal qu'une femme afghane soit battue ou qu'elle n'ait pas le droit. Donc je comprends le point de vue universaliste. Le problème, c'est que si on ne veut pas accepter que d'autres entités voient ça comme un casus belli, on ne pourra pas trouver une solution en Ukraine, parce que l'extension de l'OTAN, l'extension de l'Union européenne, comme l'extension de notre modèle libéral, George Friedman d'ailleurs en parle, il dit l'Ukraine c'est le lieu où on pouvait avancer notre système libéral comme un avant-poste pour ensuite contaminer la Russie. Donc c'est que ça s'appelle, du point de vue de l'autre qui est en face de nous, une agression, une provocation. Donc si on ne comprend pas qu'ils veulent une étanchéisation ou une imperméabilisation, idée choquante, je reconnais. D'un point de vue libéral, universaliste, c'est choquant. Mais si notre universalisme ne souffre d'aucune exception, on aura d'autres guerres comme ça, et encore plus générales. Parce que le monde, comme disait De Gaulle, il est tel qu'il n'est pas tel que nous, on veut qu'il le soit. On doit s'adapter au réel. Donc la solution de paix, ce sera plutôt Bennett qui a donné la direction. Quand on a quelqu'un qui a ses positions, et nous, des positions diamétralement opposées, soit on est dans un jeu à somme nulle, comme on parle dans la théorie des jeux, vous savez, c'est une théorie mathématique appliquée aux relations internationales, soit on est à somme nulle, tout le monde perd, soit on accepte de perdre sur certains points un peu de nos principes, mais en échange, ils vont lâcher un peu, soit même, ils vont lâcher beaucoup, nous, on va lâcher beaucoup, mais nous, ce qu'on veut, c'est lâcher sur aucun de nos principes, mais on n'a pas les moyens d'imposer par la force le fait qu'eux cèdent sur tout. Donc, en ce moment, on est incapable, mais structurellement et psychologiquement incapable de trouver la moindre négociation. Et c'est pour ça que quand Bennett est venu, Zelensky d'ailleurs l'a un peu culpabilisé, vous auriez dû danser avec le drapeau ukrainien, vous ne l'avez pas fait. Non, Bennett, il sait que quand... c'est comme un négociateur du GIGN, le service, vous savez, qui libère les otages, la gendarmerie française. Quand vous êtes en phase... Quand le négociateur du GIGN est en face d'un terroriste, il ne lui dit pas « tu as tort, c'est pas bien ce que tu fais, lâche tes armes, sinon on va te buter ». Non, il prend un air un peu très calme, on apaise. On arrive avec une posture de non-jugement. Alors ça choque d'un point de vue moral, mais on ne peut pas
avoir une sortie de crise et dialoguer, si on commence, et c'est bien ce qu'a fait Macron, maintenir le fil, c'est toujours bien. Mais lui, il maintient le fil en donnant des leçons de morale. Bennett est venu, il n'a pas prononcé une seule fois le mot Russie. Il a compris que même si la Russie a tort, le moment était à apporter un message à Poutine, entendre le message de Poutine, rapporter ce message à Scholz et informer les Américains, faire le négociateur. C'est le contraire de la posture du jugement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une voix qui est intéressante, c'est la voix de Bennett, que peut-être d'autres vont... Et ce qui est incroyable, c'est que là aussi, c'est Erdogan qui arrive mieux à négocier que nous. Lui, il vend des drones. Et d'ailleurs, on en fabrique aussi à l'Ukraine, donc il les arme bien. Et il est mieux vu que nous, parce qu'en même temps, il dit pas de sanctions quand même. Non, on n'est pas mort. Et il ne le juge pas moralement. Vous voyez la psychologie? Ça veut dire que Poutine en veut moins à Erdogan, qui par ailleurs ne l'ennuie pas sur d'autres dossiers, alors que pourtant Erdogan fournit des drones extrêmement performants. Donc, même si on est légèrement belligérant, on pourrait avoir une posture un peu moins donneur de leçons de morale, parce que le reste de l'humanité ne supporte plus une leçon de morale, qui en général, en plus, ne sont pas toujours suivies de puissance, et que, en plus, nos leçons de morale, on les viole régulièrement, que ce soit au Yémen. Alors là, le Yémen, c'est devenu un carnage qui va dépasser la Syrie dans quelques temps. Hein. Mais là, personne n'en parle. Hein. On a parlé de Chypre tout à l'heure et de l'Arménie, mais le Yémen, comme une lettre à la poste. C'est normal, c'est nos amis saoudiens qui font des massacres. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Vous voyez, selon que vous soyez du côté des pays de l'OTAN ou pas, vous avez le droit d'avoir une morale ou pas. C'est extraordinaire quand même. Et l'Occident veut croire être crédible alors qu'il n'a aucune exemplarité. Et donc voilà, le dialogue passera par le pragmatisme. Aucune autre voie en ce moment, sauf à croire qu'on est certain de faire plier Poutine.